Bonjour à tous et bienvenue chez Fondation. Je suis Maxime Claval, le fondateur d'Enercool, et de ce podcast, on parle d'immobilier, de climat et d'énergie. On invite des personnes qui m'inspirent par leurs idées ou parce qu'elles ont créé des entreprises que je trouve remarquables. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous pour faire connaître ces personnes au plus grand monde. Bonne écoute. Salut Antoine. Salut Maxime. Ça va la forme? Très grande forme. C'est un vendredi et c'est l'été indien. Il fait 30 degrés à Paris au mois de septembre, ce qui est aussi le signal de quelque chose qui parfois va moins bien. Mais C'est vivre ça. un vendredi après-midi, il faut reconnaître qu'en micro, c'est assez agréable. C'est assez agréable, exactement, parce qu'on enregistre, on est le 19 septembre et il fait 30 degrés dehors. Et donc, Exactement. et donc effectivement, c'est bien et ça pose question à la fois. Merci d'avoir accepté mon invitation dans notre podcast. Donc, tu es Antoine Poincaré, tu travailles pour AXA Climate. Ouais. Donc, tu es assez présent sur LinkedIn. Enfin, moi, je te vois sur LinkedIn. C'est comme ça que je t'ai invité à me dire, OK, il est quand même super intéressant ce mec-là. Il raconte plein de choses Ça, qui c'est sympa. m'apprennent des choses. Enfin, ouais, non, il y a tout un truc là-dessus où je dis, OK, ce gars-là, faut l'inviter. Et puis, il y a AXA, quoi. Donc, tu dis, ah, puis en plus, il y a AXA. Plein de sujets. Donc j'ai envie de parler de tout ça. Tu vois, j'ai envie qu'on discute un peu Eh de ben, tous ces allons-y. sujets-là. Est-ce que tu peux commencer par te présenter de la façon dont tu le souhaites, hein, mais qui es-tu, Antoine? Moi, je m'appelle Antoine Poincaré, j'ai 37 ans. Je vis à Paris. Je suis né à Paris et depuis 5 ans, mon boulot maintenant, c'est que j'ai rejoint donc AXA Climate, dont je pourrais te raconter un peu ce que ça fait, pour lancer une des activités qui n'existait pas à l'époque, qui est une activité de formation. Donc, on a appelé ça la Climate School parce qu'on trouvait le nom sympa. Et donc, je fais ça depuis 5 ans. Du coup, j'ai lancé l'activité, designé un peu ce que ça faisait et recruté l'équipe pour que ça avance. Et aujourd'hui, on est une cinquantaine à bosser sur ce sujet de formation, plutôt pour les entreprises et leurs collaborateurs, même si on a un peu d'autres cibles, mais plus mineures, de comment on forme à la transition, c'est-à-dire vraiment sur ces deux jambes, réduire le plus possible nos émissions pour que ce soit gérable d'un point de vue réchauffement, mais aussi se préparer à un monde qui, de toute façon, est en train de se réchauffer. Et donc, Mmh. il y a un impératif à se préparer. Donc voilà, on essaie d'avoir une vision un peu holistique de ça et d'essayer d'éclairer un peu les boîtes et leurs collaborateurs sur ce que ça veut dire pour elles, pour leurs opérations, pour leurs clients, pour leur business, peut-être demain même pour leur business model, même si c'est encore évidemment très à la marge. Et voilà, et donc on fait ça depuis 5 ans. Et moi, avant, j'ai fait une école de commerce et j'ai bossé dans 2 secteurs, la prod audiovisuelle avec Emmanuel Chin qui présentait Capital OK, waouh, pour OK. les plus de 35 ans. C'est vers 35 ans que tu te souviens ou pas que Emmanuel Chin présentait Capital à la télévision, donc après tu l'as oublié. Ouais. Et voilà, j'ai fait ça dans l'audiovisuel et donc c'était après les années Capital évidemment. Et après moi j'ai travaillé dans une boîte qui faisait de la formation en ligne à donc même chose que ce que je fais aujourd'hui, pour les entreprises aussi, sur les sujets de transformation digitale qui, du point de vue des boîtes, était un peu la grande transformation presque culturelle, je dirais, au-delà d'être technique, d'avant. Et donc évidemment, il y a eu des croisements entre ces 2 parties de mes jobs et de mes expériences, pro. OK, hyper intéressant. Le, le sujet climat, il t'est venu comment? Enfin, le sujet transition énergétique, Alors le tu te sujet rappelles un moment, à climat, quel moment il tombe dessus, là? il m'est venu professionnellement et presque un peu par accident. C'est-à-dire que AXA avait cette idée de lancer, AXA Climate avait l'idée de lancer une activité de formation. Du coup, moi, je les ai rencontrés dans ce cadre-là et je faisais de la formation à la transfo digitale et je suis arrivé dans le job. Donc, en fait, je suis arrivé dans le job en comprenant comment l'industrie, entre guillemets, marchait, c'est-à-dire fabriquer des contenus de formation en ligne, ça coûte combien, tu les vends à qui, tu les vends comment, c'est quoi ta granularité, est-ce que tu fais de la vidéo ou pas, enfin, toutes ces questions-là, je les Mmh. avais un peu explorées. Et par contre, sur le fond, j'avais pas du tout exploré le climat Ah et ouais, OK. j'étais même un peu en retard sur, mes potes dans les quelques gestes quotidiens que tu peux avoir quoi, tu vois? De questionnement sur ton empreinte carbone, tri, est-ce que, comment tu te déplaces en voiture? Est-ce que tu prends l'avion? J'étais donc on parle de 2021, juste après le covid quand j'arrive et Ah j'étais ouais, OK. plutôt en retard, et après bon, je suis pas plus idiot qu'un autre, ça m'intéressait d'apprendre si tu veux, mais voilà. Et il y Mmh. a eu pour le coup une descente de toboggan très, très raide l'année où je suis arrivé. Comme j'étais tout seul les premiers cours, il y avait des gens qui nous aidaient évidemment, des boîtes de production, des experts, mais quand même j'avais un peu la direction éditoriale des premiers cours si tu veux quoi, de raconter les Mmh. changements climatiques pour que ce soit pertinent pour les gens. Et en fait, en faisant les maths, quoi, enfin en regardant les trucs et en disant: «Ah putain, la courbe c'est celle-là et donc il se passe ça et donc il va se passer ça». J'ai vécu en apprenant en fait, donc je suis un peu mon premier élève, la descente et le sujet m'a passionné, d'où notamment les prises de parole, sur les réseaux sociaux, dans des conférences ou dans des écoles. Mais j'ai trouvé le sujet passionnant, hyper,
méta-sujet. C'est-à-dire, il est intéressant en tant que Mmh. tel, d'un point de vue un peu science, mais en fait, il a des impacts politiques évidents, il a des impacts sur la vie économique, il a même des impacts sur, je sais pas moi, la vie culturelle. Et en fait, voilà, tirer ce fil et de me dire, mais en fait, dans tous les segments de notre vie, qu'est-ce que ça va vouloir changer, ça m'a passionné. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de transmettre aux boîtes. OK, trop intéressant. Quand, tu parles très clairement d'une descente, c'est un enfin moi je l'entends comme un sujet un peu Ouais, psychologique, un peu fort de dire: «Oh waouh, on va tous mourir et c'est la fin du monde». J'exagère peut-être un ouais. peu, mais enfin moi j'ai un souvenir comme ça, pareil, ouais, il y a plusieurs années un peu ce sujet de dire: «Oh waouh, en fait c'est plus violent que ce que je pensais» et enfin toi ça a été quoi ton Bah, ressenti là-dessus, ouais? ouais, je pense que je dis descente à double titre. Alors pas forcément on va tous mourir, mais il y a déjà un peu, en méta, la prise de conscience que la dégradation des conditions d'habitabilité du monde, grosso modo, Mmh, va, en moyenne nous heurter. Et mmh, que le monde de dans 50 ans sera globalement moins agréable que le monde d'aujourd'hui. Ça veut pas dire mmh, qu'il y a pas des gens qui s'en sortiront mieux que d'autres, enfin tu vois? C'est pas faut pas être, mais quand même, ça va moins bien se passer qu'avant. Alors évidemment, mmh, il y a des gens pour qui ça se passe déjà très mal aujourd'hui dans un certain nombre de pays en développement et même chez nous dans les pays de l'OCDE. Donc faut voilà. Mais ce sentiment que tout le monde va un peu descendre, déjà, c'était un truc pas facile. Et on le dit, hein, qu'on est peut-être un peu la première génération qui vivra ou celle d'après un peu moins bien que celle d'avant. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc-là. mmh, Donc je pense qu'il y a une descente à ce titre-là. Deuxième descente, bah, c'est l'impact que ça a sur ta vie quotidienne à toi. C'est-à-dire, moi, j'avais fait une école de commerce, je gagnais et je gagne encore assez bien ma vie. Et donc, bah, je voyageais et l'argent que je gagnais, j'aimais bien l'utiliser pour acheter des trucs, pour voyager, tu vois. Donc, il y a mmh, eu aussi le fait de se dire, bah, à un moment, mes comportements individuels sont pas alignés avec ce qui va être nécessaire. Donc, bah, ça demande, tu tiltes pas du jour au lendemain, tu vois. Tu as un petit truc mmh. d'ajustement y compris ce que tu fais avec tes potes, ce que tu t'es habitué à faire pour que ce soit agréable. Donc, faut pas sous-estimer ce truc-là. Et la dernière descente, c'est un peu une descente de qu'est-ce que j'ai été bête de pas le voir avant. Ah C'est-à-dire ouais, ce fait OK. de se dire, ça fait 60 ans qu'il y a des gens qui alertent, le rapport Meadows, tu vois, à 70 ans, un peu moins, ouais, si, ouais, non, 50 ans. Euh, donc ce truc-là, il y a aussi presque intellectuellement le fait de me dire qu'est-ce qui fait que je m'y suis pas intéressé avant alors que j'avais l'impression de m'intéresser à la marche du monde, de vouloir comprendre comment ça fonctionne, etc., etc. Donc ouais, triple descente, un peu choc d'orgueil quasiment, tu vois. Ouais, Et ouais, prise de conscience à la fois micro et macro pour tout le monde. OK. Et dans tes cercles proches, amis, famille, tu vois, il y en avait pas certains qui étaient peut-être un peu plus, avancés sur le sujet ou alors justement ils étaient Un comment ça se peu passait? plus avancé si, très avancé en 2020, j'en avais pas le Ouais, sentiment, quoi. Il y a ouais, pas d'accord. quelqu'un où je me dis: «Ah là là, ça fait 10 ans que tu m'en parles et je t'écoutais pas», non, non, non. Après il y a des gens qui devaient, y passer plein de temps et pas forcément me le dire et tout, mais non, par contre, là où j'ai Ouais. changé mon entourage un peu immédiat, c'est que, bah, en recrutant 50 personnes, à la Climate School, j'ai rencontré plein de monde et puis ça a pour le coup été des gens tous, assez engagés, sur tout un tas de ces sujets-là. Et donc oui, ça a changé, les sujets qui m'intéressent, ce que je lis dans les journaux et ce dont je parle à table avec Mmh. mes potes et ma famille, ça c'est sûr. Ouais. Et tu devenu, l'écolo, pénible, de la famille ou ça va? Tu de pas trop l'être. D'abord, je suis pas du tout, enfin, je fais pas du tout bien. Enfin, tu vois, Non, typiquement, non, bien sûr, ouais. pour l'avion sur l'avion, j'ai beaucoup, beaucoup bougé. En revanche, sur tu vois, je mange encore de la viande, enfin, voilà. Et non, tu Mmh. essayes de pas être donneur de leçons. Tu essayes de dire juste: «Bah, voilà, c'est ça les ordres de grandeur, et ce vers quoi on se dirige, que ce soit, contraint ou pas contraint, ça va quand même être cette chose-là. Donc essayons de créer les conditions d'une vie heureuse dans ce sens-là». Et puis voilà, donc non, non, j'essaye de pas être trop pénible, mais j'ai sans doute, des potes qui te diraient que je le suis. Parce que c'est sûr que c'est un sujet qui bouffe un peu en revanche, quoi. Tu peux pas Ah oui, l'aborder bah, comme c'est n'importe clair. quel autre sujet et passer à la suite. Ouais. Et puis, je trouve que c'est un des rares trucs où tu as un sujet de cohérence qui tout de suite, te «rattrape» entre guillemets. C'est-à-dire que, le moindre pas de côté où tu parles de l'avion, ce genre de choses, où Ouais. tu dis: «Ah bah, tiens, on ferait bien un petit voyage» ou un truc comme ça, tout de suite, tu vas dire: «Bah, attends, non, tu peux pas faire ça. Tu as dit que tu étais, tu fais que de parler de changement climatique» et ainsi de suite. Tu vois? Je trouve qu'il y a un truc un peu des fois un peu, Ouais, ouais, heu moi ça a pas été immédiat. Moi, tu vois, j'ai bossé, 2 ans dans cette boîte, donc en ayant compris, avant que vraiment d'arrêter. Alors de toute façon,
plus par goût, je prenais plus de longs courriers depuis très longtemps. Mmh. C'était des vols plus courts. Mais en fait, il m'est arrivé en sachant de continuer à dire: «Bon, ramener à l'échelle individuelle, je le fais pas trop, j'abuse pas». Puis en fait, à un moment, comme tu le dis, tu confrontes tes 2 quoi. Tu te dis, et en plus, quand Ouais, c'est, quand tu as un peu les moyens et que de fait, le trajet en train, bah, il est un peu plus long et tu poses une journée de vacances en plus, tu payes un peu plus cher. Ouais, bah, écoute, ouais, ouais, ça s'arbitre. Mais ouais, ouais, je suis d'accord, c'est un des sujets qui, c'est pour ça qu'il est passionnant aussi. Et même quand tu vas en parler dans les entreprises, parce que c'est beaucoup ça que je fais, il y a vraiment différents, leviers que tu peux actionner et qui peuvent complètement braquer des gens, si tu leur parles effectivement de leur alimentation, de leur voyage, ou à l'inverse, être une espèce de réserve d'énergie importante que de parler aux gens d'un truc qui est à la fois pro et perso, qui touche à, les conditions de vie, de leur famille, de leurs enfants, de tout ça. Donc il y a une puissance potentielle qui est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que vraiment tu peux te couper à tout jamais de gens, qui, quand tu leur en parles, si tu prends par le mauvais versant de la pente, et à l'inverse, tu peux les mobiliser un peu, et ce n'est pas qu'un sujet d'entreprise, et c'est ça qui le rend puissant, quoi. ouais, c'est hyper intéressant. On parle un peu d'AXA. Est-ce que tu peux nous faire, alors peut-être pas l'histoire d'AXA, mais en tout cas, nous dire un peu, Ouais. les origines d'AXA? Enfin, je pense que ça serait intéressant de comprendre, voilà, Alors, origine AXA, je pense que tout le d'AXA, monde voit. Ouais. c'est une boîte d'assurance, créée, ça fait partie de ces boîtes qui ont été créées et qui sont devenues des géants mondiaux, en une génération, par des entrepreneurs français dans les années, j'ai plus la date en tête, mais on parle des années 70 en gros, tu vois? Donc il s'appelait Ah ouais, Claude c'est Bébéar, pas celui si vieux que d'AXA. ça. OK. Non, c'est pas si vieux que ça. Tu as l'équivalent avec, Capgemini, créé par, un monsieur qui est mort maintenant, mais qui s'appelle Serge Kampf. Tu Mmh. vois? Capgemini, ça naît, sur la génération de nos parents, et ça devient des boîtes mondiales qui embauchent plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc dans le cas d'AXA, boîte qui, fait de l'assurance, de l'assurance, de l'assurance, et qui par, acquisition successive, de plein de mutuelles et de boîtes d'assurance devient un acteur assez gros, et qui est présent dans quasiment tous les pays du monde et qui fait tous les types de risques. Du risque particulier, toi et moi, notre toiture, la voiture et l'assurance habitation, aux gros risques entreprises, structurels, des risques cyber, des risques climat évidemment, et voilà, c'est d'énormes boîtes qui ont des contrats d'assurance. Donc ça, c'est la boîte d'assurance, et il y a 6 ans, création de cette petite entité qui s'appelle AXA Climate, avec l'idée de dire, et un mandat en tout cas, d'exploration de nouveaux business models autour du sujet climatique. En gros, l'idée, c'est de dire que dans un monde qui se dérègle, si tu n'es que assureur, bah, tu es en bout de chaîne. C'est-à-dire le risque Mmh. augmente, toi ton boulot, c'est de mutualiser le risque pour rembourser quand il y a un risque. Donc mécaniquement, si le risque augmente, tes primes augmentent. Après, tu peux mettre des conditions pour essayer que ça se passe pas trop mal, et cetera, mais fondamentalement, tu es un acteur réactif à la fin du problème. Or, on sait Mmh. bien que la capacité de la prime d'assurance à monter sera pas infinie. À un moment, je vais pas pouvoir, moi, particulier, les communes, les entreprises, payer de plus en plus de taxes d'assurance pour me protéger des effets, et donc du coup, si tu es qu'à la fin, bah, tu es un peu réactif et tu espères que ça va bien se passer. Heu, du coup, on s'est dit, comme on comprend bien pour le coup les modèles climatiques et la réalité d'une catastrophe climatique sur l'activité économique, puisque derrière mon jeu, c'est de rembourser ça, et les probabilités d'occurrence, et cetera. On doit être capable d'utiliser ce savoir dans d'autres business models qui sont pas de l'assurance, et qui, in fine, vont aider les clients à soit réduire leurs émissions, soit se préparer aux effets du changement climatique. Et donc l'enjeu, et c'est un peu le mot-clé d'AXA Climate, c'est l'assurabilité, in fine. Nous, on fait des activités, qu'on veut être rentables et qui sont des activités économiques, et la question finale, c'est on voudrait que les clients restent assurables, c'est-à-dire, Mmh. un risque couvrable à un niveau de prime qui est considéré comme acceptable. Donc on a tenté pas mal de choses. Les 2 points de départ, c'est, de la science. Donc aujourd'hui, on est 200, on a une vingtaine de scientifiques qui sont des salariés à temps plein de la maison, climatologues, hydrologues, sismologues, agronomes sur les impacts sur le monde agricole. Et l'autre pilier, c'est beaucoup, beaucoup de données climatiques. Où là, bah, on a de la donnée publique, des données qu'on achète, des données sur lesquelles on travaille, on applique nos modèles, et donc on a ça, tu as ces 2 points de départ, et ces 2 points de départ, ils irriguent, 3 activités, non assurantielles, qui sont aujourd'hui des activités assez matures. Une activité de conseil, où on aide des clients, plutôt entreprises, grandes entreprises, à dire: «Bah, ça veut dire quoi? Tu as une usine dans le nord, dans une zone qui va être de plus en plus inondée, qu'est-ce que tu fais?» Est-ce que tu envisages de déménager l'usine? Est-ce qu'il suffit de mettre en place des protections? Est-ce que c'est un truc en plusieurs temps? Aujourd'hui, tu la protèges, mais moyen terme, il faudra partir. Comment tu l'anticipes? Combien ça coûte? Qu'est-ce qui est finançable? Ça veut dire quoi demain sur ta prime d'assurance ou ton endettement? Enfin, tu vas tirer ce fil de l'assurance. Enfin, du conseil, pardon, de l'adaptation. On a une deuxième activité qui est du logiciel, plutôt pour des fonds d'investissement, où là, on essaye de leur dire: «Je vous aide à projeter votre risque climatique,
Donc une étude de vulnérabilité sur les entreprises dans lesquelles vous avez investi. On le fait aussi un petit peu pour les corporates. Donc là, c'est plus du conseil, on leur donne nos données fondamentalement et on les met en position de décider toutes seules qu'elles veulent faire. Ce qui est possible, parce qu'ils peuvent avoir les ressources en interne. Et la dernière activité qu'on a, c'est de la formation. Donc moi, c'est de ça que je m'occupe. Donc là, tu es moins centré sur le risque climatique, c'est plus large. Et on essaye de dire, il faut que vous formiez dans les entreprises tous vos collaborateurs à ce que va être la transition, ce qu'elle va vouloir dire, et notamment ce qu'elle va vouloir dire à la fois pour votre activité économique cœur, mais aussi pour vos différents métiers. Si tu es RH, si tu es acheteur, si tu es financier, si tu es marketeur, ça veut dire quoi de continuer à faire ton métier face à la transition? C'est-à-dire à la fois en réduisant tes impacts, mais aussi en te préparant à ce monde qui se dérègle. Et donc, on essaye d'être très concret, très quotidien et de dire, bah, regardez, il y a telle et telle boîte qui ont mis en place tel truc dans la politique d'achat, tel truc dans leur politique RH, et d'essayer de servir comme ça de formation, inspiration aux collabs. Donc voilà, conseil, assurance, conseil, pardon, logiciel et formation, qui sont un peu ces trois business models alternatifs pour aider les boîtes à accélérer dans la transition. OK. Sur la partie conseil, la première, ça arrive déjà des sujets où vous dites, «Nous, on va pas assurer, certains clients», j'imagine des entreprises, des industries, parce que, l'implantation est trop risquée, parce qu'il y a des risques fondamentaux, trop importants par rapport au climat qui ferait que c'est pas assurable, ou c'est pas encore arrivé, mais vous sentez que ça peut arriver? Enfin, Alors ça, c'est quoi la c'est marge de un travail. manœuvre là-dessus? Ouais. Alors nous, l'originalité, je dirais, d'AXA Climate et le parti pris d'AXA Climate, c'était que, on ne travaillait pas forcément dans le cadre d'un contrat d'assurance AXA. Donc, on te fait une étude de OK. risque, on te dit: «Voilà ton futur risque». Après, si tu veux utiliser ça, et ils le font, hein, pour chaque année aller voir le marché et te faire assurer chez Generali, chez Allianz ou chez AXA, c'est pas «notre problème» entre guillemets, tu vois? C'est pas une mission de conseil liée Mmh. à un contrat d'assurance. En revanche, des entreprises qui n'arrivent pas à assurer 100 de la valeur de leur actif, ça existe depuis longtemps aux États-Unis, hein. Il y a des endroits, Mmh. notamment la vallée des ouragans là, quand tu remontes par le golfe du Mexique, il y a des endroits où, si ton usine vaut 100, tu l'as fait assurer à 85 parce qu'ils considèrent que la faire assurer jusqu'à 100, c'est des prix tels qu'on ne propose même plus de contrat d'assurance. En France, on a le sujet, alors AXA est pas du tout, n'a jamais été positionné sur le sujet de l'assurance des communes. Mais tu sais, en France, on a le sujet des communes qui ont de plus en plus de mal à se faire assurer. Pas que à cause du climat, il y a eu l'effet, post-émeute qui a augmenté les taux de sinistralité, donc ils ont augmenté les cotisations. Mais bien sûr, il y a des endroits où on n'arrive plus bien à se faire assurer. Alors si on reste en France, il faut vraiment séparer le marché grand public qui là est très réglementé, sur lequel en fait, si aucun assureur te propose quelque chose, il y a des mécanismes qui font qu'à la fin, il y a un pool d'assureurs qui vont être obligés de te prendre ton risque. Donc en grand public B2C, c'est très, très normé et c'est pas, je Mmh. dirais, un espèce de marché libre, tel qu'on peut l'entendre. En revanche, en B2B, donc sur les entreprises, c'est très, très libre et donc les entreprises peuvent se voir, refuser les contrats d'assurance ou alors dire: «Je t'assure, mais pas contre tel péril», ou «Je t'assure avec un niveau de franchise qui est tellement élevé». Ouais, ouais, les entreprises font déjà face au risque d'assurabilité aujourd'hui, bien sûr. OK, ça marche. Et donc toi, ta partie, c'est la partie, comment dire? Formation, c'est ça que tu Formation, disais? évaluation, ouais. Et ça, c'est de la formation externe ou aussi interne? C'est ou les 2? On fait un tout petit peu d'interne. Enfin, tu vois, AXA est un client parmi, on a 200-250 clients. Donc je dis un tout petit peu, enfin, on bosse bien avec AXA, mais c'est d'abord et avant tout un produit externe. On travaille avec, Saint-Gobain depuis très longtemps, avec Orange, avec, Vinci, avec, Servier dans le secteur de la pharmacie, avec, Truffaut ou le Bon Marché dans le retail. Enfin, tu vois, c'est très, très large comme secteur d'activité. Et ouais, ouais, non, c'est d'abord et avant tout externe et ça a été pensé comme un produit externe. C'était pas OK. du tout pour les collaborateurs AXA, même si évidemment ils ont accès aux cours, comme plein d'autres boîtes. Et ils viennent vers toi et ils viennent vers AXA Climate sur quel sujet, en fait? Enfin, c'est quoi leur, ils sentent un risque et ils se disent: «Il faut qu'on se forme là-dessus». C'est quoi les Bah, enjeux? ouais, là où on a eu beaucoup de chance, je dirais, sur les 4-5 dernières années, c'est que toutes les boîtes en France, ça a été un petit peu moins massif à l'étranger, parce qu'on s'est développé aussi en Allemagne, en Angleterre et en Asie, mais toutes les boîtes en France, vers 2021, 2020, 2022, tu vois, cette période-là, se sont dit, il faut qu'on accélère sur la décarbonation. Tu avais les premiers effets, des engagements à 2030, des choses comme ça. Et ils se sont dit, ce n'est pas qu'une révolution technique, c'est-à-dire c'est pas juste électrifier mes sites de production, ça va impliquer une forme de révolution culturelle. C'est-à-dire, il va falloir que mes Mmh. collaborateurs intègrent un réflexe climatique.
Pourquoi? Parce qu'il va falloir que mon acheteur anticipe que si, il achète sa matière première toujours au même endroit et uniquement dans tel endroit dans, je sais pas quel pays d'Amérique latine, bah, si les conditions, climatiques se dégradent, il va falloir qu'il ait un plan B. Il va falloir que mon communicant et pas seulement mon head of communication, mais l'ensemble des communicants dans la boîte comprennent que le greenwashing, c'est un enjeu et que c'est un enjeu légal et que ça dépend des pays dans lesquels tu opères et que la loi change. Donc pareil, il va falloir que tout le monde intègre ça. Il va falloir que l'ensemble des RH de ma boîte anticipent que globalement, permettre aux gens de continuer à venir travailler quand il y a un événement climatique, bah, ça s'anticipe justement. Tu vois? Et donc par métier, ils se sont dit ça. Et donc les boîtes en France se sont dit, on était à peu près au moment où la fresque du climat arrivait dans l'entreprise aussi, se sont dit: «En fait, on a un enjeu d'acculturation massive», un peu comme avec la transformation digitale. C'est-à-dire, il y a une stratégie qui vient d'en haut, il y a un patron qui dit ou une patronne qui dit: «Bah, la stratégie de transfo digital de, Eiffage, c'est ça, 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 ça». Mais après, il faut que sur le terrain, dans chaque métier, les gens s'en emparent. Bah, la transition, c'est un peu ça. Il y a un grand engagement climat qui est de dire: «On veut réduire nos émissions de temps et on veut augmenter notre résilience là, là et là». Mais après, si tu as pas 100 000 personnes qui comprennent un peu de quoi on parle et qui le comprennent impérativement et qui l'appliquent, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que ces boîtes-là sont venues nous voir. Elles étaient toutes en train de lancer des académies de la sustainability en gros, hein, ou du développement durable, elles leur ont donné plein de noms, ou du climat. Et nous, on leur a dit, bah, il y a on a fabriqué des choses qui peuvent être utiles là-dedans. Donc, au lieu de tout réinventer depuis zéro, vous pouvez utiliser les cours qu'on fabrique là-dessus et puis venir faire le complément qui va être spécifique à votre industrie, à votre stratégie, à votre feuille de route. Mais vous pouvez utiliser des contenus déjà là, déjà sur étagère et qui racontent ça. OK, c'est hyper intéressant. Ce qui est intéressant aussi, je me rappelle il y a quelques années, peut-être il y a 2 ans, bah, je crois que vous mettiez des cours un peu en gratuit, c'est peut-être encore le cas, je sais plus. Ouais. Et j'avais regardé un peu des cours un peu par curiosité comme ça, et j'avais été impressionné par la qualité des cours, à la fois, le fond et la forme. Je trouvais que c'était propre, c'était net, c'était bien fait, et j'imagine que du coup vous avez recruté des gens forts là-dessus, mais en fait il y a plein de sujets qui se rassemblent, quoi. Donc, toi tu as été à l'origine de ça, tu vois? Comment tu as fait pour, Ouais, trouver les bonnes personnes, les motiver aussi? Parce que est-ce qu'il peut y avoir un sujet de dire: «Oh, AXA», tu vois, quand tu es un peu engagé, bien sûr, sur bien ces sûr. sujets-là, dire: «Est-ce que bon, c'est peut-être pas le truc qui me fait le plus rêver», mais en fait, j'ai l'impression que vous avez réussi à créer quelque chose de beau et enfin, ce que je disais, dans le fond et dans la forme, de carré, quoi. Alors ouais, il y a Comment plein comment de comment tu mis ça en place, toi? il y a plein de sous-questions dans ta question. Alors d'abord, ouais, sur le côté, cours dispo gratuitement, ça nous tenait à cœur. Donc effectivement, quand tu vas sur axaclimateschool.com, en tant que particulier, tu peux accéder à tous les cours. Et il se trouve que tu peux être un particulier qui bosse dans une boîte, je ne le saurais jamais, mais c'est possible. Et en fait, on a fait ça et ce pourquoi les boîtes nous payent, bah, c'est le fait d'avoir des contenus en marque blanche dans leur plateforme de formation où ils peuvent suivre quel collaborateur fait quoi, où ils peuvent mélanger avec des cours de chez eux. Donc le «contenu brut» entre guillemets, est dispo gratuitement et par contre, si tu veux en faire une expérience qui est compatible avec ta vie d'entreprise et bah, du coup, tu payes un abonnement. Donc ça nous a permis ce petit tour de passe-passe nous a permis de faire payer des entreprises d'un côté pour, bah, la qualité du contenu, pouvoir continuer à en produire des nouveaux et de l'autre, pouvoir bosser avec un certain nombre d'écoles gratuitement, avec un certain nombre d'ONG, enfin, tu vas être un peu à la frontière. Après sur la qualité du contenu, c'était pas mon idée. Moi quand je suis arrivé, ils avaient déjà, commencé à bosser un peu sur le sujet. Ils avaient rencontré une super boîte de prod que je salue au passage qui s'appelle La Jolie Prod, et qui bosse très bien notamment sur les sujets, sciences et climat. Et donc l'équipe qui avait bossé dessus un peu avant mon arrivée chez AXA Climate en mode pré-incubation, avait fait le choix d'avoir des contenus très quali effectivement. Donc d'investir beaucoup d'argent, pour dire: «Ça serait bien que les vidéos soient vraiment chouettes à suivre». Moi, venant du monde de la formation en ligne, j'aurais pas pris cette décision, au départ. Je me serais dit: «Bah, faut pas trop investir pour être rentable vite» et cetera. Et ce coup-là, ça a mis un coup de fraîcheur effectivement, à au contenu, et de pouvoir dire: «Bah, en fait, on va faire un truc très bien», y compris effectivement sur la forme. Sur le fond, tout le monde était d'accord qu'on voulait faire un truc bien et sérieux et carré, mais si tu veux, effectivement dire: «On veut que ce soit du niveau d'une très bonne vidéo YouTube ou d'une émission de télé», la référence, c'est un peu, C'est pas sorcier, Mmh. bah, c'était une volonté d'AXA et ça a très donc AXA avait les reins pour encaisser l'investissement de départ, hein, par rapport à si c'était une Mmh. start-up dans un garage. Et ça a été un des trucs qui nous a effectivement différenciés. Et en fait, dans ces économies, bah, tu investis au départ. Si tu convaincs plein de clients d'accéder à ton cours, tu compenses cet investissement. Enfin, tu vois, il y a une espèce de règle de balance comme ça qui s'est Ouais. faite.
Et comme on a eu de la chance que ça a démarré vite, que les clients nous ont vite fait confiance, bah, ça a permis de continuer à financer cet investissement, continuer à avoir des vidéos de qualité, les traduire et tourner dans pas mal de langues différentes aussi, parce que dans ces grandes boîtes, il y a un enjeu d'avoir le contenu dans plein de langues. Donc ça a été une équation économique qui a tenu, mais qui était, qui était presque, qui était un vrai pari, qui était presque irrationnel par rapport à la manière dont se comporte le marché. Normalement, tu fais des vidéos un peu moins bien pour du e-learning, mais évidemment, ça a mis un coup de frais. Et puis la dernière partie de ta question, Ok. ça a été notamment les premières embauches, parce qu'après sur 50, tu as un effet, tu vois, les quelques premiers donnent un peu la couleur du truc. Et ouais, les premières personnes qu'on a embauchées, bah, on peut les saluer d'ailleurs, hein. Il y avait Antoine Hirétian qui depuis est parti faire de la politique, Victoire de Normandie, Clément Jeannot, c'est des gens qui étaient souvent assez engagés dans leur vie à côté. Heu et on a réussi à faire vivre ce truc-là, c'est-à-dire effectivement l'idée de travailler dans une grande boîte quand même, avec un certain nombre de règles du jeu qui vont avec, tout en maintenant cet engagement, tout en ayant des prises de parole et AXA nous a laissé très libre de ça aussi, donc faut le reconnaître, tu vois? Des prises de parole externes dans mon cas qui peuvent parfois faire preuve d'un peu d'engagement, et puis ouais, d'avoir une vie à côté où on peut parler de ça et donc effectivement, on a un côté un peu étonnant et on a réussi à, je crois, naviguer un peu à la fois dans le grand groupe et dans ses règles et en même temps en ayant un peu d'engagement et puis une fois que tes 4, 5, 6 premiers sont engagés, vous le vivez peut-être chez Enercool, mais ça s'auto-entretient, quoi. Du coup, tes employés d'après, Hmm. la grève prend, ils voient aussi que tu es engagé et que tu y crois, et cetera et après ça roule un peu tout seul. Clément Jeannot, moi ça me parle, enfin si je dis pas de bêtises, c'est celui qui écrit dans Nourriture terrestre, c'est ça? Ouais, Clément, Je dis une bêtise? il a une newsletter qui s'appelle Nourriture terrestre, qui est un peu en pause parce qu'on en a lancé une ensemble pour prendre la suite, qui s'appelle 3 degrés, donc Clément et moi, à côté de nos activités chez AXA. Mais Nourriture terrestre, il publie encore une fois de temps en temps. Il avait aussi un format un peu plus long qui s'appelait Signaux faibles. C'est comme ça que je l'avais repéré. Il avait fait un très long papier qui s'appelait Il faut qu'on parle de Jean-Marc Jancovici et qui faisait tous les adorateurs de Janco d'un côté, les gens qui lui tapaient dessus de l'autre, son rôle. Et donc, c'était assez intéressant. Et moi, quand je commençais sur Climat, je connaissais pas grand-chose, j'avais vu ça. Je l'avais appelé. Et donc, Clément, ouais, ça a été le troisième employé, enfin, quatrième, si tu me comptes moi, du projet, et qui est encore aujourd'hui directeur éditorial de la Climate Ok. School, et donc qui décide de ce dont on parle dans les cours. Je me souviens avoir eu quelques lectures effectivement de ces articles de blog. Alors celui de Jean Covici, je sais plus, mais j'ai le souvenir vraiment en lisant ce qu'il avait écrit de dire waouh, ok, cet homme est plus intelligent que moi Il est très bon il topo. arrive à aller. Ouais, Il repère bien des trucs d'une part, et puis il fait des super topos. Un de ceux qui avait été pas mal lu et partagé, c'était celui sur la voiture électrique, et où il te faisait, tu vois, le topo, les contre-vérités habituelles, les machins, une curation des. Donc ouais, non, c'est un profil très très précieux sur tout ça. Et effectivement, on continue, on s'intéresse beaucoup lui et moi en ce moment au sujet du risque climatique et de l'adaptation. En plus, enfin tu vois, nourriture terrestre, c'était quand même très atténuation, effondrement de la biodiff, plutôt le premier blé et le premier pilier de la transition. Et là, nous, on est beaucoup sur, OK, ça va vouloir dire quoi s'adapter? C'est quoi? Et on travaille sur un livre en ce moment qu'on sortira début 2026 aux éditions de l'Aube, justement sur comment on l'a fait cette adaptation, c'est quoi à quoi on doit se préparer d'une part, mais quelles sont les règles, un peu les principes qu'on peut essayer de trouver dans comment on se prépare collectivement en tant que société à ce qui nous attend. t'as des premières pistes à nous partager là-dessus, enfin des premiers trucs, un peu des grandes lignes, tu vois, c'est quoi un peu justement Il y les a plein sujets de trucs. Alors, d'adaptation à venir? ouais, le bouquin, il est en 2 parties. Il est sur, d'une part, à quoi on doit se préparer, et donc là, l'idée, c'est de dire, bien sûr, il y aura des giga événements, bien sûr, il y aura des Blatten, donc le village qui a été, enseveli, sous les décombres en Suisse. Il y aura des feux type Los Angeles, il y aura des giga pluies type Valence, mais il y aura aussi plein de petits trucs qui vont être beaucoup plus fréquents et beaucoup plus quotidiens dans notre expérience du changement climatique. Donc dans le bouquin, on essaye de dire, voilà, ça veut dire quoi? S'alimenter, avoir accès à l'eau dans un monde qui se dérègle. Et là, on raconte, la ville du Cap, qui est vraiment, vraiment pas passée loin, qu'on coupe les robinets en 2018. Et ça veut dire quoi, une ville à qui on dit dans 2 mois, vous avez plus d'eau? Comment elle réagit, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle s'organise. Donc tu vois, on parle accès à l'eau, accès à la nourriture, comment tu vas travailler dans un monde qui se dérègle, comment tu habites dans un monde qui se dérègle, un peu comme on l'a vécu cet été partout en France. Il fait très chaud dans mon appart, qu'est-ce que je fais, comment je me protège. Donc avoir voilà cette expérience-là. Et toute la deuxième partie du bouquin, bah, c'est des grands principes, notamment essayer de dire qu'il faut qu'on détechnicise cette question de l'adaptation. Ça va pas juste être
évidemment, il faudra peindre des toits en blanc, mais ça sera pas juste peindre des toits en blanc et foutre un ventilo Mmh. et enfin, tu vois, faut que les gens s'en emparent. Il y a des aspects, par exemple, très importants de culture de l'adaptation. C'est un peu le truc qui l'incarne bien, c'est le Japon comme on l'apprenait à l'école. C'est-à-dire au Japon, à la fois, ils ont des immeubles antisismiques bien construits pour pas que ça s'écroule, mais ils ont aussi le réflexe que quand tu entends l'alarme à l'école, tu te mets sous la table, l'alarme, séisme. Bah, on va avoir un peu pareil avec le climat. Donc comment on développe cette idée que, il faut anticiper, de la solidarité en cas de catastrophe, que quand il y a l'alerte climat, c'est un vrai truc et qu'il faut pas sortir, voilà. Donc c'est typiquement ce genre de choses qu'on essaye de faire. Sur culture de l'adaptation, il y a une notion que je trouve très intéressante qui s'appelle les infrastructures sociales de résilience. Donc c'est pas des Mmh. infrastructures au sens, une digue, ou une clim, ou même une route, qui serait renforcée. C'est, qu'est-ce qui fait que collectivement, en tant que quartier, en tant qu'immeuble, en tant qu'entreprise, bah, quand il y a un événement climatique, on s'y met tous, on se protège, on repart plus vite et donc toute cette démarche un peu culturelle, quoi. Est-ce que tu es dans des quartiers où en gros, ça c'est aussi bête que, est-ce que tu t'intéresses à la vie de ton voisin, hein? Et que tu vérifies que Mmh. quand il fait chaud, ton voisin un peu âgé voilà. Donc il y a des choses comme ça, il y a des choses un peu plus techniques, dont on parle. Il y a, par exemple, sur les vagues de chaleur, on sait que, il y a des endroits qui vivent déjà par plus chaud que nous et donc ça veut dire, bah, accepter qu'on va écouter, des architectes, qui, travaillent depuis des années en Afrique, qui travaillent en Asie, qui travaillent dans des environnements plus chauds. Qu'est-ce qu'on peut prendre de cette architecture, de cet urbanisme, de ces modes de vie et qu'on peut importer dans nos vies à nous, tu vois? Et ça va pas être facile parce que, bah, l'architecture, la manière dont on vit, c'est partie intégrante de notre culture. Donc voilà, c'est ça qu'on essaye d'explorer un peu, sur qu'est-ce qu'on peut aller chercher. C'est hyper intéressant, dans l'épisode, qui est déjà sorti à l'heure où sortira le le podcast, j'ai discuté avec Arnaud Créteau. Je sais pas si tu l'as vu, passer, Non. ici ou là, Arnaud Créteau, c'est un ingénieur qui a fait plein de choses, quand il était étudiant, il avait monté une asso qui s'appelait les Vagabonds de l'énergie où il a fait le tour de l'Europe et même un peu plus parce qu'il allait en Inde et au Liban et en Turquie, voir des installations énergétiques pour voir un peu quels étaient, le sujet et en fait de ça, il arrive à la conclusion qu'effectivement le sujet n'était pas technique mais plutôt social, donc ça rejoint ce que tu dis et derrière il a monté une boulangerie solaire, donc il a en fait, il était associé dans une entreprise de concentrateurs solaires et puis il s'est mis lui-même en fait à faire son pain, solaire, à créer une Oui, là, boulangerie je et le à vois le créer projet, ouais. une boîte de torréfaction et puis maintenant en fait il a d'autres sujets et un exemple qu'il me donnait, dans la discussion qu'on a eue, que je trouvais hyper intéressante et très facile à comprendre. Il me disait: «Tu prends une chaudière, classique, voilà, qui te permet, de faire du chauffage chez toi, mais les 10 meilleurs ingénieurs du monde, dans une pièce, tu leur demandes d'améliorer le rendement de ta chaudière, bon, bah, ils vont l'améliorer de 3, 4, 5 peut-être et il disait après la chaudière, tu l'installes, chez les gens et là, tu vas mesurer des différences de consommation de 30 à 50 en fait et que le fond du sujet, il est effectivement dans, l'usage, dans le social, dans la culture, enfin, dans la discussion qu'il avait, il avait un vrai volet aussi de la culture en fait et aussi de l'appropriation de la culture, en fait, culture, c'est juste des choses qu'on t'enseigne au fur et à mesure, mais il y a peut-être des choses à corriger là-dessus, donc Bah et ça, c'est c'est un bien de leur des dire, c'est intéressant de l'entendre. ouais et ça, ça vaut le coup de citer celle qui travaille, beaucoup, beaucoup sur le sujet, qui s'appelle Sophie Dubuisson-Kellier, qui est la seule, scientifique non sciences dures, je crois que c'est la seule, hein, aux dernières nouvelles en tout cas, du Haut Conseil pour le climat, où tu Mmh. as, des climatologues, des experts de la décarbe et elle est, prof à Sciences Po notamment et elle est, son sujet, c'est les sciences sociales. Et elle dit en fait une décision, quelle qu'elle soit, qui peut être, demain des voitures électriques pour tout le monde, des pompes à chaleur à la place du fioul, ou acheter de seconde main ou ce que tu veux, bah, ça se décide pas que sur le papier. À un moment, ça va venir se heurter au réel et à des structures sociales qui existent et à des gens qui vont l'accepter, pas l'accepter, le faire de bonne grâce, ne pas le faire du tout, et cetera, et cetera. Et cette question de l'acceptabilité et de comment on fait, elle est majeure et il y a effectivement aujourd'hui, un déséquilibre en faveur des, solutions techniques. Alors c'est intéressant parce qu'il faut déjà qu'il y ait des solutions techniques pour envisager comment elles vont être abordées après, on a besoin de ça. Mais, la question de l'acceptabilité sociale et de comment ça s'intègre est absolument clé, ouais, bien sûr. Ça marche. Bon, hyper intéressant. Donc ça, c'est un livre à sortir en début Sortir 2026, c'est ça? début, courant janvier, je pense 2026. On voulait notamment le sortir un petit peu avant les élections municipales parce qu'un des endroits où la question de l'adaptation va beaucoup se jouer, bah, c'est dans les politiques
publiques de manière générale, mais encore plus les politiques publiques locales, parce que finalement, celui qui s'adapte, celui qui plante des arbres pour que tu aies pas trop chaud quand il fait chaud, celui qui investit sur ta route pour qu'elle survive à une vague de chaleur ou à un gros mouvement de terrain, bah, c'est aussi ton maire. Donc c'est notre petite contribution à l'idée que, ça fait partie des choses à regarder dans les programmes de nos élus. Mmh. Et vous, vous intervenez au sein de d'AXA, aussi auprès de collectivités ou c'est plutôt, entreprises et industries, Ouais, on a une version alors, Climate School, c'était le nom général, et donc c'est un anglicisme et donc on l'a décliné en école du climat, pour les OK. élus locaux. Et donc on a repris certains cours, mais on a remplacé des parties entreprises par des parties collectivités locales et où là, on est allé voir plein de petites villes aux 4 coins du monde, enfin, aux 4 coins de France, qui ont fait des trucs bien et se dire: «Bah, OK, ça veut dire quoi faire ton truc bien aujourd'hui? Ça coûte combien si tu veux, des pistes cyclables partout dans ton village et puis est-ce que tu commences par le centre et tu vas vers la périphérie ou est-ce que tu fais l'inverse?» Enfin, tu vois, il y a comme ça plein de questions qui se posent. Et donc Mmh. ouais, on a formé, la métropole de Nice, on travaille avec la ville de Reims, et pareil, c'est dispo gratuitement, dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec AXA Prévention, qui est un bras, heu, associatif d'AXA. C'est dispo gratuitement pour les élus des petites villes et on le commercialise auprès des élus des grandes villes. Donc oui, oui, un peu. C'est plus petit, que notre activité avec les entreprises, mais on fait un peu d'élus locaux. OK. J'ai pas envie de parler trop politique, mais quand même, je me permets. Enfin, c'est quand tu cites Nice et Reims, Nice et Reims, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt des collectivités qui sont à droite, hein, Ouais. si je me trompe pas? Qui collent pas forcément avec le sujet écologie et adaptation, enfin, mais c'est intéressant du coup, en fait, de dire que Ouais. c'est transverse. Enfin, comment c'est quoi ton point de vue là-dessus, Bah, je pense qu'il y a plein de biais, le premier des biais étant que, certaines villes avec, des majorités à gauche ont peut-être agi un tout petit peu plus tôt et donc sentent qu'elles sont un peu déjà formées ou qu'elles étaient moins voilà. Ensuite, nous, on arrive en tant OK, qu'acteur privé qui veut former sur le sujet, donc c'est possible que quand tu sois un élu de droite, tu aies un a priori plus positif que quand tu es un élu de gauche à l'idée que tu vas travailler avec une grande entreprise sur ce sujet-là. Donc je pense que c'est nous qui biaisons un peu ce sujet-là. Hem, OK. Après je pense sur le point politique, là où je trouve le sujet de l'adaptation intéressant, c'est qu'il a un potentiel transpartisan. Je pense pas du tout que ce soit Mmh. apolitique. Je pense que la manière dont on va s'adapter, les choix qu'on va faire, les choix, tu vois, de justice sociale, d'égalité des chances face à ça. Qu'est-ce que tu fais dans des quartiers défavorisés aujourd'hui par rapport à ton centre-ville? Je pense que c'est éminemment politique, et que donc il y aura des adaptations possibles. En revanche, je pense que c'est un sujet dont les 2 peuvent s'emparer parce que, in fine, le fait de dire, «Je vais protéger mes habitants», hein, parce qu'on littéralement on parle de ça, Mmh. ou, garder mon territoire, attractif pour que des entreprises veuillent s'y installer parce que je vais être capable de dire à l'entreprise qui vient installer son entrepôt: «Bah, chez moi, l'école est ouverte même quand il y a une vague de chaleur parce que j'ai anticipé, donc tes collaborateurs peuvent venir bosser». Bah, tu vois, ça a du potentiel, et donc je pense qu'on peut avoir des lectures de gauche et de droite de l'adaptation et que le sujet a du potentiel chez les 2, pour être porté, et en ça je le trouve intéressant, et qu'il a toute sa place aujourd'hui dans le débat politique, ouais. Et c'est peut-être un des points positifs de l'adaptation au changement climatique, c'est qu'il est très concret et il est très local. C'est-à-dire que quand tu mets en place une action d'adaptation au changement climatique, tu vois les effets. À l'inverse de la baisse des émissions de CO2 où parfois tu peux te dire: «OK, je baisse mes émissions de CO2 mais ça va pas changer au schmilblick, mondial». L'adaptation a «l'avantage» entre guillemets Ouais, ouais, très et et c local, quoi. et ça, alors faut pas oublier que c'est vrai des élus locaux et c'est très vrai des entreprises aussi. Un des Mmh. gros problèmes de l'adaptation, c'est que c'est des efforts de l'atténuation, pardon, de la réduction de nos émissions, c'est que c'est des efforts personnels, donc qui me coûtent. C'est vrai en tant que citoyen, c'est vrai en tant qu'entreprise, c'est vrai en tant que n'importe quoi. Et dont les bénéfices sont très également partagés. C'est-à-dire, la petite contribution que j'aurais apportée à la réduction des émissions, on va tous en bénéficier, y compris mon voisin qui émet beaucoup. Mmh. Heu, et donc en ça, le «marché» entre guillemets peut pas faire le boulot tout seul. Tu as un gros risque de passager clandestin quoi, de dire: «Je vais attendre que les autres réduisent». Donc il faut de la Bien sûr. norme, donc il faut des lois, enfin tu vois? C'est toujours pareil. L'atténuation, ça a ceci d'intéressant que, il faudra aussi, je pense, de la norme et des lois, mais c'est un débat, mais en revanche, ça marche dans notre logiciel économique aujourd'hui. C'est-à-dire que je fais un effort, j'investis et j'investis aux bornes de chez moi et j'en tire un bénéfice, moi. Et ça, c'est vrai, moi qui protège ma maison contre, une vague de chaleur, moi, patron d'entreprise qui protège, mon usine contre les inondations, et moi, maire qui protège ma ville contre un glissement de terrain. Et donc, bah, ouais, ça rentre dans
dans un tableur Excel, quoi, tu vois, si j'ose dire. Alors, il y a plein Hmm. d'autres problèmes qui font qu'on n'a pas envie d'en parler. C'est que c'est globalement des mauvaises nouvelles. C'est que évidemment, on peut être tenté de s'appuyer soit sur in fine son assureur, soit sur l'État, en disant, bah, quand il y aura un gros problème, en fait, on viendra essuyer l'ardoise de tout le monde. Hem, tu vois, mettre de l'argent pour que quand ça se passe mal, ça se passe moins mal, parce que c'est de ça dont on parle avec l'adaptation. C'est moins facile à expliquer à ton boss, de la transformation digitale et aller chercher des parts de marché supplémentaires et de l'incrément de business. Hmm. Mais les entreprises savent faire de la prévention depuis que le monde est monde, hein. Investir pour que quand il y a un problème, il y ait un moindre problème, ça fait aussi partie de leur logiciel. Donc voilà, donc c'est pas cadeau, mais c'est plus facile à faire rentrer dans nos logiciels actuels que l'atténuation qui ouais, demande en partie un changement de logiciel et en tout cas une force supplémentaire. Donc ouais, l'adaptation a quand même le potentiel enfin voilà, a plein d'avantages entre guillemets, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais fait que c'est plus facile à comprendre pour tout un tas d'acteurs en lien avec leur intérêt pécunier et économique. Ouais. Le format de vos cours, c'est quoi? Sur une période donnée assez courte ou c'est un suivi assez long ou c'est à la carte? C'est à la carte pour les clients. Nous, on fait des petites vidéos courtes qu'on essaye de faire de 4-5 minutes, donc plutôt facile à consommer. Mais quand je fais un cours sur le changement climatique, bah, il y a 10 fois 4-5 minutes, tu vois, pour essayer de t'expliquer comment ça Hmm. marche. Et, les RH face à la transition, pareil, il y a 7-8 fois 4-5 minutes avec à chaque fois des angles différents. Et après, les entreprises le déploient de la manière dont elles le souhaitent. Donc, il y en a qui ont pris une sous-sélection des cours et qui font un parcours de 1 heure et demie, 2 heures qui rendent obligatoire pour tous les collaborateurs. Là-dessus, Accor est la boîte qui a été le plus loin parce qu'elle avait rendu 5 heures de cours obligatoires pour tous ses cadres. Donc c'est les top Ah 5000. ouais, ok. Ouais, 5 heures, c'est beaucoup, hein. C'était Brune Poisson qui, à l'époque, était donc l'ancienne ministre de Ok. l'Environnement, enfin secrétaire d'État à l'Environnement, qui était patronne RSE d'Accor et qui est partie depuis. Euh, et donc, faut lui rendre hommage parce que pour le coup, culturellement, tu vois, dire tout le monde va y passer 5 heures, c'était un vrai truc. Et donc, il y a des clients qui font ça, des parcours obligatoires plus ou moins longs. Il y a des clients où c'est entre guillemets du fond de catalogue. Donc, c'est là et les gens peuvent le faire ou pas. Il y a des métiers qui s'en emparent. Ça peut faire partie de ton onboarding. Donc, le produit est très versatile. C'est pas en 1 heure tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la transition et après merci, au revoir. L'idée, c'est euh, que nos clients s'abonnent, qu'ils ont des nouveaux contenus régulièrement, qu'ils le poussent, qu'ils passent un peu par tous les canaux. Faut mettre de l'environnement dans bah, ta politique de formation, dans ta politique de com interne, dans ta politique d'onboarding. Et on essaye de faire ça au long cours. Ok, hyper intéressant. Et vous, en interne, comment vous formez-vous pour connaître tous ces sujets et pas dire de bêtises parce que Ouais, parfois bien sûr. ça peut être le cas. Alors, il y a deux C'est sujets. Il y quoi? a une espèce de formation continue, de s'intéresser à ça. Alors, on a la chance d'être que 50, mais connectés aux 200 d'AXA Climate, y compris les scientifiques. Donc, tu vois, il y a beaucoup de canaux. Enfin, c'est une boîte, hein, donc ça s'échange sur Hmm. Teams, en l'occurrence, et autour d'un café ou d'une bière, plein d'infos climat, de repérer les bonnes études. Donc ça, on arrive à faire ça. Et il y a des gens qui passent, entre guillemets, plus ou moins de temps. Moi, beaucoup, beaucoup de mon temps maintenant, c'est quand même cette espèce de veille sur le fond, tu vois. Notamment ce que je raconte sur LinkedIn, mais parce que bah, ça me Hmm. permet de rester un peu en pointe. Je cherche aussi des histoires qui vont faire prendre conscience aux dirigeants d'entreprise qu'il faut s'en occuper. Donc aussi des mauvaises nouvelles, tu vois, des moments où tu n'étais pas prêt et ça t'a coûté de l'argent. Donc il y a un aspect comme ça, un peu rester en pointe. Il y a un autre aspect qui est très important, qui a été l'onboarding des nouveaux, et notamment cette culture climatique et le fait de leur dire bah il faut à la fois devenir un peu bon en énergie, vous pouvez pas être que sur climat, va falloir tirer aussi des sujets de biodiv, d'accès à l'eau, d'un certain nombre de choses. On vous demande pas non plus de devenir des experts plus de la fresque du climat, parce qu'il faut que vous soyez capable de parler de l'interaction entre ça et les entreprises. Donc, par exemple, là-dedans, les scénarios net zéro et notamment net zéro par industrie, c'est très important. Et donc, on a fait un programme qui est porté par des collaborateurs et des membres de l'équipe, et notamment un qui s'appelle Maël Moreau, qui a beaucoup bossé dessus, qui a été de se dire, tu as 3 mois quand tu arrives dans la boîte où on va te demander de faire des trucs, quoi. D'écouter des podcasts, Ok. de lire des livres, de faire les cours. Et on a mis des petits moments d'échange entre les nouveaux pour qu'ils parlent. Et c'était important pour nous de se dire, quelqu'un qui bosse chez nous depuis 6 mois, c'est jamais parfait, hein, parce que la formation, c'est dur, c'est long, c'est toujours en conflit avec faire ton métier. Mais quelqu'un qui bosse chez nous depuis 6 mois, il a un bagage intellectuel sur ces sujets-là qui fait qu'il peut en parler, quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé de rentabilité, ça m'a étonné. Vous fonctionnez un peu comme une petite boîte. Enfin, il Complètement. y a un sujet. Ok. Ouais, complètement. Depuis le début, le mandat,
c'est pas d'être, un bras armé de communication d'AXA ou une initiative, non-profit où ils mettraient un peu d'argent pour, qu'on prenne la parole sur ces sujets-là. Donc, AXA a investi dans AXA Climate, c'est-à-dire qu'au début, les activités sont déficitaires comme peut l'être une start-up et comme j'imagine l'a été Enercool au début, le temps de trouver tes clients, de faire ta R&D de ton produit, et cetera. Et par contre, on a des trajectoires de rentabilité et Climate School, ça a 5 ans maintenant, donc ça a atteint cette rentabilité. Et ouais, l'idée, c'est d'en faire une entreprise et d'en faire une entreprise, qui gagne assez sa vie pour, investir, produire des nouveaux cours, embaucher des gens, financer, typiquement de l'expansion géographique. Au début, quand tu vas dans un pays, bah, tu investis un peu plus que tu ne gagnes au début et donc c'est l'idée d'obtenir entre guillemets «les moyens de la liberté» de ça. Et donc ouais, on a un schéma, économique, tout à fait classique. OK, hyper intéressant, de voir que ouais, en fait, tu peux avoir, «les 2 à la fois» entre guillemets, d'avoir une forme de rentabilité et effectivement aller sur des sujets, pas toujours simples, avec peut-être quand même l'avantage pour vous que vous êtes AXA et que, bah, Plein tu d'avantages. as Quand on parlait tout à l'heure voilà. de comment on recrute des gens, évidemment le fait d'être d'une grande boîte dans le monde des gens engagés green, c'est un sujet, mais le fait d'arriver dans une entreprise dont tu sais qu'elle a les reins solides, qu'elle va durer, que ça va aller, c'est aussi un Mmh. facteur d'attraction, tu vois? Quand tu proposes des contrats d'embauche à des gens, donc ça a beaucoup, beaucoup joué. Donc AXA nous a apporté énormément de choses, nous a permis de sécuriser, des talents et des gens avec qui on travaille, qui à mon avis n'aurait pas été possible sans. Ça a permis aussi de rassurer beaucoup des clients au lancement quand tu as pas beaucoup d'expérience, que tes contenus ils sont à peine là, de dire: «C'est bien». Donc bien sûr, ça a énormément joué. Donc l'apport d'AXA n'est pas dans AXA Climate n'est pas que financier, il est aussi un apport de marque et d'image, de sérieux et c'est pour ça que ça nous oblige un peu, tu vois? En B2B. Mais par contre, ouais, depuis le début, l'ambition, c'était de dire ça doit être des activités qui ont du sens économiquement, et qui sont vraiment des business units, et pas ce qui est tout à fait bien aussi, hein, des activités de type fondation, département RSE qui génèrent de la valeur autrement. C'était pas le contrat de départ. Ça marche. Enfin, j'ai 2 questions, mais la création d'AXA Climate, ça vient de la direction même d'AXA? C'est un sujet aussi stratégique qui vient de tout en haut ou c'est enfin, tu vois, c'est quoi dans 10 ans, AXA Climate? Enfin, c'est quoi Alors, bah, dans le 10 ans, on sait jamais. On est cette espèce d'incubateur un peu interne, donc quel est, tu vois, combien de temps on grossit en restant des activités, assez différentes finalement, hein, qui restent tout ensemble, bah, tout ça, on verra et ça dépendra notamment d'arbitrage avec la direction générale parce que oui, notre gouvernance, c'est les patrons et les patronnes d'AXA. Heu à l'échelle du groupe, quoi. Et l'origine, c'est le patron actuel de d'AXA Climate qui s'appelle Antoine Denoy, donc un autre Antoine, qui était à ce moment-là patron du marketing d'AXA France. mmh Et il y a un petit, véhicule d'assurance, pour le coup, un type d'assurance qui se prête assez bien au climat, qui s'appelle l'assurance paramétrique, qui est notre dernière activité. J'en ai pas parlé dans l'intro parce que l'idée, c'est on explore en dehors du champ de l'assurance, mais on est quand même parti d'un petit véhicule d'assurance. Mmh. Et dont le patron était parti, lancer la même activité, mais en dehors du groupe. Et donc, bah, tu vois, il y avait cette entité, et donc Antoine Denoy a senti que ça pouvait être intéressant de partir de cette assurance qui se prêtait bien au climat et de tirer le fil. Et donc il a, discuté avec le groupe pour dire: «Bah, je lancerais bien cette activité-là. On le renommerait AXA Climate», ça s'appelait pas comme ça, et on explorerait d'autres possibilités. Donc c'est la rencontre, enfin, tu vois, il faut une personne qui arrive et qui porte le sujet sur la table avec de la conviction. Mais ouais, avec une volonté de la direction de dire: «Ah bah, OK, on comprend et OK, in fine, ça a un lien avec, cette question d'assurabilité et il faut qu'on devienne meilleur sur le sujet» et donc de consentir, je dirais, aux investissements nécessaires. OK. Je me rends pas compte, vous êtes les seuls à faire ça ou globalement dans le monde de l'assurance, ça bouge un peu dans tous les sens et Alors ça bouge, et globalement, les assureurs investissent pas mal pour comprendre le climat, c'est-à-dire pour à la fin de proposer le bon prix, quoi, tu vois? Tu as envie que ton modèle climatique soit juste. Heu, En revanche, on est les seuls à avoir un truc de cette ampleur qui est, pas de l'assurance et notamment on est les seuls chez les assureurs parce que historiquement, le la notion de service autour du monde du risque et de l'assurance, donc pas tant ce que je fais moi, mais tu vois ce que peut faire l'équipe de conseil ou l'équipe de logiciels, c'était quelque chose qui était porté par les courtiers.
Donc comme Ok. les courtiers auxquels on a accès toi et moi en particulier, mais il y en a pour les entreprises. Donc des boîtes comme Marsh, comme Aon, comme Willis Towers Watson. Et donc c'est plutôt eux qui, comme ils étaient «neutres» entre guillemets entre les assureurs, tu vois? Ils choisissaient le meilleur assureur et puis eux, ils ont été habitués à fabriquer et commercialiser du service autour. Et donc c'est assez rare que l'assureur lui-même dise: «Non, non, mais je vais sur du non assurantiel, je vais, contractualiser en direct avec le client». Donc ouais, ouais, on est les seuls, même s'il y a évidemment des initiatives climat intéressantes, chez les autres assureurs. Mais de cette échelle-là, ouais, on est Ok. Et niveau international, tu en as parlé un peu, j'ai l'impression que donc c'est en différentes langues, ce genre de choses, c'est un ouais, truc qui va être poussé aussi au niveau alors international. Après, j'imagine que les niveaux de formation sont peut-être pas les mêmes en fonction des pays, en fonction du climat, en fonction de pas mal de choses. ouais, Enfin, ouais, je sais pas comment ça se. il y a un peu des biais. Alors, dès le début, AXA Climate, même en dehors de la Climate School, volonté assez internationale. Faut dire que quand tu as l'avantage d'un grand groupe international, un des trucs que tu es tenté de vite faire, si tu veux, c'est d'aller tester d'autres marchés, quoi, et d'aller voir les boîtes Mhm. pionnières dans d'autres marchés. Donc, dès le début, sur les parties conseils, logiciels et assurance, surtout assurance d'ailleurs, on a travaillé pas mal en Asie, sur de l'assurance agricole en Inde. Et donc moi, quand je suis arrivé, Climate School, assez vite, j'ai rencontré, c'était un peu des coups de peau aussi, hein, j'ai rencontré, une fille super qui s'appelle Valérie Utterer qui était à Paris, qui était allemande et qui cherchait un boulot. On s'est dit: «Bah, tiens, essayons l'Allemagne», donc ça a plutôt décollé en Allemagne. Puis après on a été en Angleterre et puis, bah, comme il y avait une équipe AXA Climate en Asie, on a recruté un peu en Asie, en Inde aussi, donc on a une équipe de 7 sur les 50 qui sont à New Delhi. Ok. Et donc c'est intéressant. Donc tu bosses avec, Tata, avec, Vedanta, qui est une énorme boîte d'exploitation minière en Inde, avec ces gros conglomérats dont on a entendu parler. Puis de là, on traite un peu aussi Singapour, un petit peu l'Australie. Donc ouais, ouais, on a fait un peu d'international. C'est plus dur parce qu'en dehors de France, bah, tu vois, on reste quand même majoritairement français. La marque AXA, elle est quand même française aussi, même si elle s'internationalise. Hem et puis c'est plus dur parce qu'en France, mais déjà c'était le cas sur la transfo digitale dans mon job d'avant, je crois qu'on aime bien la formation, je dirais plus culturelle que hard skills. C'est-à-dire à la fin de la climate school, tu sais pas faire un truc que tu savais pas faire. C'est pas comment prompter en 3 leçons et c'est pas non plus, un exercice pratique de leadership ou un cours de compta, si tu veux. Mhm. Et en France, culturellement, enfin à nouveau, hein, sur la transfo digitale, on l'a fait aussi, on accepte cette idée qu'il faut former de manière un peu acculturation plus plus pour que, voilà. Dans d'autres pays, parfois, on nous dit un peu plus: «Bon, bah, elle est bien votre formation, mais ils sauront faire quoi à la fin les gens?» Et Ouais. on est un peu Ok. obligé de dire: «Bah, vous savez, c'est plus compliqué que ça dépend d'après de votre politique d'achat durable, de blablabla». Et il y a des pays où ça imprime plus ou moins bien. Alors dans les zones, où je t'ai raconté, on travaille toujours avec des grandes boîtes, donc on a toujours, des clients, mais c'est parfois un petit peu moins universel, ce moment qu'il y a eu en France, je te disais 2020-2021, où toutes les grandes boîtes d'un coup se sont dit: «Il nous faut un programme de formation», et donc évidemment ça nous a plus porté. Et puis après, bah, oui, oui, il y a des sujets plus ou moins sensibles, l'énergie nucléaire en Allemagne, c'est très sensible, Ouais. en Angleterre, en ce moment, il y a un sujet d'inflation alimentaire, très important, pas que climatique du tout, mais donc voilà, la manière de l'aborder, notamment dans les confs, et dans les prises de parole auprès des entreprises, c'est pas est pas tout à fait la même. Et alors si tu vas carrément en Asie, il y a même cette question du développement économique, quoi. Et donc moi, il Mhm. m'arrive de faire des confs devant des collaborateurs de grandes boîtes indiennes et il est très important de remettre en perspective, de dire, bah, d'un point de vue émission historique, c'est nous qui avons émis. C'est nous qui nous sommes développés à Bien l'aide de sûr. ces gaz à effet de serre et donc, bah, comment on trouve ensemble le bon arbitrage? Même si on voit que, bah, ça fonctionne. C'est-à-dire les Chinois sont vraisemblablement à leur pic d'émissions, heu, à des taux d'émissions par tête considérablement plus bas que ce qu'ont été nos pics en Europe et aux États-Unis. En Europe dans les années 70-80 et aux États-Unis plutôt 90-2000. Donc ça marche et de fait, ils font des efforts, mais il faut aussi ménager ça avec leur capacité à se développer qui est évidemment, nécessaire. Ouais, c'est clair. Comment dire? Le sujet, vous, c'est de la formation, vous passez pas au plan d'action derrière? Ou il y a Donc aujourd'hui, c'est de la formation. On essaye après d'arriver sur de la formation un peu présentielle de plus en plus pour essayer de leur dire: «Bon, bah, amis acheteurs de l'entreprise X, une fois que vous avez compris l'enjeu, quelles sont les mesures que vous pourriez mettre en place?» Mais oui, non, on n'est pas une boîte de conseil comme tu pourrais prendre, un Wavestone ou un Capgemini, pour dire, «Allez, vas-y, fais-moi ma feuille de route achat durable et aide-moi à l'implémenter». Non, il y a des gens qui OK. font ça. La partie conseil, plan d'action, on l'a uniquement sur le sujet adaptation, qui est un sujet
quand même encore pour les entreprises aujourd'hui assez technique et financier. Et donc peut-être que si demain il y a des chantiers un peu plus culturels et formations sur l'adaptation, on pourra venir aider. Mais non, on est quand même plus formation que ouais, plan d'action. Ouais, c'est pas une volonté chez vous de tirer le fil, entre guillemets, et d'aller jusqu'à ouais, un plan d'action, des choses à mettre en Bah, place. c'est vraiment un autre métier, quoi. Donc, faudrait recruter des gens qui ont plutôt une âme de consultant, plutôt de sur mesure, tu vois. Donc, nous, depuis 3 ans, on a été essentiellement, enfin, en tout cas, les 3 premières années sur les 5, on a été vraiment très concentrés sur bien faire ce qu'on faisait, parce que la demande venait à nous, entre guillemets, et donc, fallait un peu choisir et pas trop se diversifier. Donc, se dire, on veut que les cours soient encore bien, on veut atteindre la masse critique de cours, on veut qu'ils soient dispo dans plein de langues, on veut que ça se déploie vite chez des clients, on veut aider les clients à déployer. Et là, depuis 2 ans, on a un peu plus le temps maintenant de se dire: «OK, c'est quoi le cran d'après?» Et le cran d'après plus accessible pour nous que le plan d'action, c'est aussi de la formation présentielle et un peu plus métier «réel» entre guillemets, tu vois? Donc les amener plutôt à concevoir leur plan d'action que d'être, à nouveau le cabinet de conseil, conduite du changement qui va t'aider à designer le plan Mmh. et à l'exécuter. Peut-être qu'on en arrivera là, on ne sait pas, mais on a pris les fruits qui étaient quand même pas trop, trop loin de notre arbre de base, pour essayer de les développer. Ouais. Sur la partie, contenu, vous avez jamais été tenté d'aller sur des je sais pas, sur des réseaux sociaux, sur des trucs comme ça, alors qu'ils sont très B2C, mais tu vois, tu peux dire derrière chaque personne, il y a un métier. Si, J'ai pas si, l'impression de vous avoir vu popper là-dessus, mais je suis pas ouais. trop sur les réseaux sociaux. Écoute, je vais rendre à César ce qui était à César. La semaine de mon arrivée, on en parlait avec Antoine Denoy, donc le boss, et on avait appelé ça la stratégie guérilla. Donc c'était un brainstorming de la première semaine qui s'est pas trop réalisé, qui était de dire, parce que quand tu déploies un programme de formation dans une boîte, tu as un problème qui est l'adoption en interne, c'est-à-dire la direction de la Mmh. formation lance le truc, et si c'est pas obligatoire, bah, il y a un certain nombre de gens qui y vont pas, et même quand c'est obligatoire, hein, c'est comme les formations sécurité, tu as tendance à les faire la veille du jour J. Et Mmh. donc on se disait, comme c'est un sujet qui se prête bien effectivement aux perso, aux réseaux sociaux, on pourrait essayer d'inclure dans le paquet que on va aller chercher les utilisateurs là où ils sont. C'est-à-dire que ton collaborateur BNP Paribas, tu peux aussi aller le prendre sur YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram en tant que particulier. Alors, ça pose plein de questions compliquées. Est-ce que tu as envie, dans ta vie perso, de te faire pousser par une pub ton programme corpo? Enfin, tu vois, Mmh. c'était un peu délicat. Donc on n'a jamais poussé ça jusqu'au bout. En revanche, on aide les entreprises après dans leur com interne, donc c'est du réseau social, mais plutôt interne, à rendre le truc un peu sexy, que les collaborateurs ont envie d'y aller, on fait des vidéos. Et nous, après, bah, c'est beaucoup LinkedIn, notre canal, qui a le mérite d'être Ouais. entre les deux, je dirais. Moi, j'en fais une grosse partie avec une incarnation personnelle, quoi. J'éditorialise, j'essaye de raconter ça. Et on a été amené à faire 2, 3 formats, tu vois. On voulait faire un peu les décodages de la COP, quand il y avait les grandes COP, on en parlait beaucoup. Les rapports du GIEC, pareil, on a fait des petites vidéos. Et donc, il y avait une promesse de allez, le lendemain de la sortie, de la fin de la COP ou de la sortie du rapport du GIEC, je te fais un petit format vidéo que tu peux faire circuler en interne. Donc on a tenté des trucs, mais jamais un truc très B2C sur le climat qui est compliqué honnêtement quand même. Et puis qui demande beaucoup d'argent, le B2C et les réseaux sociaux, donc ça, on n'a jamais été Ouais, jusque-là. ouais, ça marche. Je crois, mais je dis peut-être une bêtise, hein, mais tu es aussi impliqué sur le sujet de Paris à 50°? Alors ouais, c'est très les débuts, donc Alexandre Florentin qui est l'élu de Paris qui bosse sur ce sujet-là, qui a fait cette étude qui s'appelle enfin qui l'a dirigée mais pas tout seul d'ailleurs, je crois qu'il y avait avec lui, une personne super qui s'appelle Alice Timsit aussi et donc les 2 ont bossé sur le rapport, Paris à 50°. Là où je file un coup de main à Alexandre, c'est que suite à l'événement juin-juillet là, de chaleur, juin et août, il Mmh. a voulu lancer une asso des habitants du dernier étage, car nous partageons avec Alexandre le fait d'habiter au Ah, dernier c'est étage ça que j'ai de vu. l'immeuble à Paris. Et donc moi, c'est une passoire à la fois thermique l'hiver et bouilloire thermique l'été. Bref, il fait chaud, quoi. Je suis sous des toits en zinc, dans un truc pas très bien isolé. Et l'idée de Classique. l'assaut d'Alexandre, que je trouve intéressante et à laquelle, du coup, je m'associe là, on va faire un petit événement de lancement en septembre, c'est l'idée que à la fois les propriétaires et les locataires, enfin, d'avoir les 2 angles et de pouvoir dire, bah, si tu es proprio, qu'est-ce que tu peux faire dans ton appart? Est-ce que tu peux faire financer un truc? Sur quoi il faut l'accord de la copro? Qu'est-ce que tu peux faire tout seul? Qu'est-ce qui est le plus efficace entre A, B, C? Mettre du blanc de meudon sur tes fenêtres, des couvertures de survie, des ventilos au plafond, une clim dans certains cas, et cetera. Et puis à l'inverse, si tu es locataire, c'est plutôt qu'est-ce que tu peux demander à ton proprio pour faire en sorte que ton appart soit salubre, quoi, tu vois? Parce que c'est pas normal aujourd'hui d'être locataire. Moi, en l'occurrence, je suis propriétaire, donc c'est à moi de me protéger tout seul. Mais quelqu'un qui est locataire dans un appart, il a le droit de dire, en fait, c'est pas OK de dans un appart où ça monte à 46 l'été, quoi. Ouais. Donc, Ou sinon, tu peux on arrêter essaye. de vivre sous les toits. Comme l'a dit, j'avais vu le post d'Alexandre et le tien aussi.
Ouais, on a donc c'est quelqu'un des un architectes des bâtiments de France. Ouais, exactement. Il y a un débat sur, une des mesures qui permet de faire baisser les températures assez vite, c'est globalement l'isolation par l'extérieur de ces bâtiments, parce que ça va plus vite et que c'est Mhm. moins cher que de le faire par l'intérieur. Et une des mesures, c'est par exemple de pouvoir repeindre les toits des toits en zinc soit avec des peintures spéciales, soit même carrément en blanc pour, augmenter l'effet albédo, donc le fait que ça renvoie de la chaleur. Et c'est une bonne mesure, mais c'est une mesure on n'a pas le droit de faire n'importe quoi sur son toit ou sur sa façade à Paris, notamment parce qu'effectivement, il y a une commission des architectes des bâtiments de France qui veille à ce qu'il y ait une identité visuelle à Paris. Et ils sont assez. Alors, il y en a plein, hein, il n'y a pas de doctrine des ABF. Donc, Mhm. il y en a qui sont plus ou moins progressistes, il y en a qui disent non, non, mais c'est très important. Et leur position est très, très respectable, mais effectivement, elle pose des vrais problèmes qui sont au-delà d'un problème esthétique, des problèmes de santé, et voire de survie pour certains. Donc, évidemment, à un moment, la balance s'inverse. Et dans ce papier du New York Times, il y a alors, pas quelqu'un directement des ABF, mais qui bosse dans l'administration de tutelle des ABF, qui effectivement a dit à cette journaliste du New York Times, mais vous savez, le problème des toits en zinc, c'est pas vraiment le problème des toits, le problème, c'est qu'il y a des appartements en dessous. Ouais, ouais, mais bon, J'imagine. en attendant, les gens, ils vivent là-bas, ils ont acheté leur appart ou ils louent. Donc, à part si tu as envie de proposer à tout le monde de lui racheter son appart pour retransformer ça en grenier, va bien falloir trouver une solution. Et effectivement, c'est un peu déprimant parce que on est pile sur ton secteur d'activité, hein, mais les toitures en blanc, c'est quand même une des mesures simples, économiquement rentable rapidement, qui fait baisser en degrés rapidement, qui, si tu climatises, fait baisser ta conso de clim très vite aussi. Donc, c'est à la fois bon financièrement et pour le climat. Et c'est pas compliqué, quoi. Donc, tu aurais envie de dire pourquoi on s'y met pas Mhm. tous. Et donc, effectivement, les quelques bloqueurs institutionnels, les blocages, quoi, pardon, ça agace, ouais, forcément. Ouais, c'est sûr. Il y a une question que je me pose aussi. AXA Global, c'est combien de personnes? Tu l'as peut-être dit au début, mais c'est très 150 gros. 000, je crois. C'est très gros, ouais. Vous êtes vu comment, vous, euh, dans cette immensité AXA? T'as un peu des retours? Enfin, Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, moi, quand je suis arrivé, on était moins, hein, on était peut-être une soixantaine dans AXA Climate. Donc, on était petit, on est encore très petit, on est un tout petit peu plus gros, mais on est encore très petit. Et c'est sûr qu'il y a une décorrélation entre notre taille et l'ampleur de notre prise de parole, pour le dire vite, quoi. Donc déjà, ça crée un petit déséquilibre. On essaye de porter la bonne parole sur ces sujets-là. Heu et donc je pense que quand on était tout petit, on était regardé un peu du coin de l'œil, mais c'est normal, par la grande maison qui dit: «Oh tiens, c'est une initiative un peu d'innovation dans un coin». Nous-mêmes au début, comme on était très petits, qu'on était en train de se construire une culture d'entreprise, il y avait l'idée de dire que c'était important. Par exemple, on n'a jamais été dans les mêmes bureaux que le groupe. On avait toujours eu des bureaux à nous et donc on avait l'idée de se dire: «Faut développer une culture, particulière, être un peu en marge». Et en fait, notre histoire, ça a été qu'à mesure qu'on a grandi et qu'on s'est senti plus solide sur nos appuis, tu vois, à la fois culturellement, financièrement, tout ça, on a pu avoir plus d'interactions avec les différentes entités du groupe. Par exemple, moi, un peu moi perso, mais aussi les équipes, on fait des espèces de roadshow climatiques. Donc, on va, là, bientôt, je vais à Beaune et on réunit des assurés AXA, donc des gens, il y a un agent dans Beaune et ses alentours qui assure des PME. Et on vient leur dire, bah voilà pourquoi le sujet de l'adaptation au changement climatique est important. Donc moi, je fais ça pour porter le sujet. AXA, ça permet d'avoir une prise de parole un peu décalée avec ses clients assurés, demain de proposer des services. Donc tu vois, on commence à avoir comme ça des espèces de synergies, mais il a fallu le faire pas trop tôt. Notamment, je te dis, ouais, pour qu'on fasse. Ça peut vite aller de se faire manger par la grande machine entre guillemets et ses process quand t'es un peu en marge. Mais voilà, et après perçu, j'espère qu'on est sympa et on y passe du temps et on est très respectueux aussi du cœur business d'AXA, qui est ce qui génère aussi les bénéfices qui nous a permis de lancer AXA Climate, hein, parce qu'on le disait Mhm. aujourd'hui, ça a du sens économique, mais longtemps, ça a été un investissement. Donc, il y a cet aspect un peu ouais, give back, pardon pour l'anglicisme, mais de retour, ouais. Donc, on bosse bien avec eux. Et le sujet climatique est évidemment pour les assureurs de manière générale un sujet important. Donc, ils sont globalement assez preneurs de ce qu'on a pu apprendre et de ce qu'on peut raconter sur le sujet. Alors, je sais pas si t'as des éléments sur tu vois, les niveaux d'assurabilité, je sais pas, de certaines zones en France. Tu vois, est-ce qu'il y a des scénarios justement qui disent bon bah en fait 2000, je sais pas 2050, 2100, je sais pas c'est quoi l'ordre de grandeur. Il y a des zones où on pourra plus les assurer parce que inondation, canicule, enfin des genres de trucs où Alors, c'est un sujet des sensible. soucis. Il y a un rapport qui a été remis par un ancien des assurances du Crédit Agricole qui s'appelle Thierry Langrenet, qui a fait un rapport avec d'autres, mais qui a pris son nom, donc le rapport Langrenet, qui était une série de Ok. recommandations au pouvoir public français, qui notamment a impliqué l'idée qu'on allait faire une carte de l'assurabilité, donc justement rendre public
les endroits où les assureurs commencent à se retirer éventuellement. Donc il y avait cette idée, tu vois, d'une forme de pression populaire en disant, voilà, faut qu'on ait la donnée déjà de où est-ce que ça s'assure. Alors, je peux pas te jurer de ce qui se discute ou pas au sein du groupe dans les 150 000. J'imagine qu'il y a des gens qui font des scénarios. Le truc à avoir en tête et qui vaut le coup d'être dit, hein, c'est que l'assurance, qui est à la fois un business de long terme parce que tu es un stabilisateur, est aussi un business assez court terme parce que l'assureur, que ce soit en grand public ou en entreprise, il assure sur des durées d'un an. Donc quand tu vas voir ton et d'ailleurs, c'est le cas pour toi aussi. Tous les ans, si tu veux remettre en jeu, la concurrence sur ton assurance pour ta voiture, Hmm. tu le fais pas parce que tu as la flemme, essentiellement. Enfin, en tout cas, moi, je ne le fais pas. Peut-être le fais-tu, moi, je ne le fais pas parce que j'ai la flemme. Non, Les ouais. entreprises, elles ont moins la flemme, et elles ont des gens dont c'est le métier tous les ans d'aller voir un courtier et d'optimiser ces trucs-là. Donc c'est dans un Hmm. monde stable, ça permet de faire jouer la concurrence à plein et de tirer les prix au plus juste, pour le client final. Dans un monde instable, ça permet aussi à l'assureur, tous les ans, de reconsidérer, bah, est-ce qu'il prend ou pas tel risque? Est-ce qu'il le prend à tel niveau de prix? Est-ce qu'il le prend à tel niveau de franchise? Donc ce que tu payes quand il y a un problème, quel que soit le remboursement que tu obtiens par ailleurs. Et donc du coup, l'assureur finalement, dont on dit beaucoup que c'est un acteur de long terme, il a aussi une lecture très court terme puisque finalement les termes du contrat changeront vraisemblablement l'année prochaine et ils changent tout le temps pour plein de raisons, hem donc tout ça pour te dire que, évidemment, on peut faire des trajectoires un peu moyen terme d'assurabilité, ça va poser des questions, mais quand tu es du point de vue de la personne qui opérationnellement pilote un portefeuille d'assurance, tu te poses pas tant la question de dans 20-30 ans. Les banquiers, c'est un peu différent parce que les banquiers, quand on t'a prêté pour acheter, ta maison ou ton appartement, ils ont un intérêt à ce que ta maison vaille encore quelque chose parce que sinon ça ressemble un peu au subprime. Donc il y a un Hmm. scénario où dans 10 ans, ils aimeraient bien que tu revendes ta maison au moins au prix où tu l'as achetée. Donc déjà sur les banquiers et on voit, hein, il y a des premiers cas en Angleterre de banquiers qui refusent des prêts sur 30 ans dans certaines zones parce qu'ils disent: «Je pense que cette maison dans 30 ans, elle vaudra très peu d'argent». Donc ça y est, ça commence à frotter dans certains coins et c'est important de le dire et de décider ensemble ce qu'on va faire là-dessus parce que, bah, soit c'est inhabitable, et ça pose plein de questions ces trucs-là. Par exemple, aux États-Unis, c'est des trucs qu'on raconte notamment dans le bouquin, mais que je trouve passionnants. Aux États-Unis, il y a c'était avant Trump, il y a une agence qui s'appelle la FEMA, FEMA, qui est vraiment l'agence, normalement qui intervient quand il y a une grosse catastrophe naturelle. Bah, elle bosse aussi sur le sujet d'adaptation et donc notamment des maisons trop exposées, l'État fédéral, par le biais de cette agence, te proposait de le racheter. Enfin, tu rachetais ta maison et du coup, tu recommençais ta vie ailleurs, quoi, en disant: «En fait, là, vraiment, c'est pas possible». Ce qui, au passage, arrive Ah en oui. France en ce moment, hein, déjà. Il y a des maisons, on pourra en parler si tu veux, qui se font racheter, par l'État. Hem et ben, à la fin, ce qui s'est passé, c'était je crois que c'est dans le Vermont. Ils avaient proposé de racheter une maison parce que la zone était inondée tout le temps et c'est la ville qui a bloqué le dossier en proposant non pas le rachat de la maison, mais la mise en place de protection pour beaucoup moins cher et cetera. Alors que c'était pas leur argent la ville, hein, ils devaient juste tamponner le dossier. Parce qu'ils ont dit: «Mais Ouais. attendez, si tout ce quartier-là se fait racheter sa maison et s'en va, moi, c'est le début de la descente aux enfers pour moi, ville, parce que, bah, je touche plus les impôts locaux, il y aura plus assez de gens pour aller à l'école et cetera. Je vais fermer une classe». Enfin, tu vois, la Ok. descente aux enfers de la et donc cette question de l'habitabilité, elle a à voir beaucoup avec l'assurabilité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, si tu peux pas, assurer un endroit, si tu es locataire, par exemple, bah, tu peux pas y vivre. Mais elle est très, très polyfactorielle. Elle va faire jouer les pouvoirs locaux, le pouvoir national, évidemment ton assureur, évidemment le banquier qui va avec et il y a évidemment des initiatives, il y a des choses qui se mettent en place, tu peux faut garder en tête qu'en France, on a aussi décidé que tu payais pas une assurance, notamment pour chez toi, uniquement en fonction de ton exposition au risque. Le régime catastrophe naturelle qui fait que quand il y a une catastrophe naturelle, on est indemnisé pas par son assureur, mais par l'État, c'est une manière de giga mutualiser, c'est quasiment un impôt, hein, de fait, c'est pris sur tous les contrats Hmm. d'assurance et donc même si toi et moi, on n'est pas dans des zones exposées, bah, via la petite contribution qu'on paye sur nos contrats d'assurance, on permet, de reconstruire la maison de monsieur ou madame machin qui habite dans une zone très exposée et c'est super. Hem Donc il y a des choses qui existent comme ce régime catastrophe naturelle qu'on a en France et qui est regardé par pas mal de pays. Maintenant, c'est pas magique, c'est-à-dire quand le risque augmente, bah, ce régime, il demande de plus en plus d'argent et donc il y a une question de soutenabilité par les gens de ça. Donc ouais, cette question de, l'habitabilité, elle est très, très compliquée et elle est pas qu'assurantielle et évidemment, elle va impliquer les pouvoirs publics et ça va pas juste être une question de: «Ah, les assureurs veulent plus y aller», parce qu'ils considèrent que c'est plus Ouais, bien assez sûr. Ok, gros sujet. Bon, c'est hyper énorme sujet. intéressant. Ouais. Je sais pas si tu as d'autres sujets à creuser ou à voir. Moi, je trouve qu'on a déjà fait bien le tour. En tout cas, moi, j'ai pas forcément d'autres questions comme ça. Juste un peu, peut-être des sujets de ta vision un peu du futur, tu vois, de c'est quoi, enfin, le monde dans lequel on vit dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu vois, Ouais. comment tu l'imagines et comment tu vois les choses?
Bah, alors là, cette semaine est sorti, donc quand sortira le podcast, il sera un peu plus vieux, mais je vous le conseille, le rapport de Ember, qui est je sais pas ce que c'est exactement, si c'est une boîte ou une asso américaine, qui bosse sur le sujet de l'électrification, qui est très, très, très intéressant et il y a 20 pages, 20 graphiques et les graphiques sont très forts, quoi, donc on comprend le truc et Ember, qui tu parle l'écris de comment? Ember, E-M-B-E-R, et leur rapport, il Ok, s'appelle The Electrotech Age, je crois. Je suis sûr de Electrotech, c'est d'accord. peut-être Electrotech IRA. Et donc, il démontre Ok. comment c'est inarrêtable, si tu veux, quoi. Comment, notamment les ENR et l'électrification intègrent de plus en plus de secteurs. Et que, par exemple, sur la voiture, on ne reviendra pas en arrière. On va électrifier les véhicules. C'est moins cher, c'est plus pratique, ça demande moins de maintenance. Enfin, tu vois, il y a un truc, ça va. Alors, plus pratique, pardon. Parfois oui, parfois non, parce qu'il faut faire des recharges, mais globalement, tu sens que ça va gagner, que les prix des Hmm. batteries vont baisser. Enfin, donc, donc je pense que si on réfléchit sur les méta-tendances dont tu es à peu près sûr, sur 10-20 ans, déjà, on va considérablement électrifier. Et donc ça, bah, quand tu es une entreprise, c'est un gros sujet. Quand tu es un État, la France, là, est en train d'envisager d'investir 100 milliards sur 15 ans dans la modernisation du réseau électrique, RTE. C'est beaucoup d'argent, hein, 100 milliards sur 15 ans. Ça implique notamment de la Hmm. rendre plus résiliente au changement climatique, mais pas seulement. C'est d'avoir des tuyaux plus gros pour faire passer plus d'élec. Et il y a des endroits où ça frotte dur. Les Pays-Bas, cet été, les Pays-Bas, hein, on est quand même sur un pays très très développé. Passer des messages d'alerte, comme on a nous, tu vois, au moment du Covid, ou comme on avait eu au moment de la crise, décalée, éteindre, machin, au moment de la crise énergétique. Ils passaient des messages d'alerte cet été pour demander aux gens de ne pas brancher leur vélo électrique ou leur voiture électrique entre 16 h et 21 h parce que le réseau était sous pression. Ah ouais, waouh. Ok. Tu vois? Et en fait, c'est ça, et on en revient à ce qu'on essaye de raconter dans le bouquin, on va vivre une ère de méga événements, mais on va aussi vivre une ère de la dérive climatique. Du truc qui, ça fait pas la une du JT, c'est normal, mais faut se le dire, quoi. Les Pays-Bas, c'est un pays comme nous. Et les mecs, on leur a dit, Hmm. ah non, 16 h 21 h, usage prio uniquement. Alors, il y a plein de possibilités. Demain, on peut imaginer que les voitures électriques, à l'inverse, nourrissent le réseau. Enfin voilà. Mais donc, en l'occurrence, le problème des Pays-Bas, et qui l'a de manière plus marquée que les autres pays européens, mais tous les pays l'ont un peu, c'est qu'on a un réseau électrique assez vieillissant. Parce que bah, il est vieux, c'est cher de le réparer, etc., etc. Donc, donc ça, l'électrification, c'est vraiment pas un sujet neutre sur nos technos du quotidien, comment on chauffe nos maisons, comment on se déplace, évidemment. Voilà, donc ça va être pouvoir public aussi, et combien d'argent on met dans ces trucs-là, parce qu'à la fin, bah, c'est de l'argent public, c'est nos impôts, et donc il faudra se poser la question de est-ce qu'on arrive à se moderniser assez vite. C'est aussi une question géopolitique majeure, ça veut dire ne plus être dépendant des importations fossiles autant qu'on l'est aujourd'hui. Par contre, bah, il y a beaucoup de ces matières premières qui vont venir notamment de Chine, donc ça veut dire créer une forme de nouvelle dépendance, jusqu'à quel point, comment on s'en protège. Enfin, ça ouvre des questions que je trouve très intéressantes sur l'électrification. La deuxième giga tendance à laquelle on n'échappera pas, c'est une augmentation du risque climatique. On aura plus d'été plus chaud, on aura plus de sécheresse. Quand il pleuvra très souvent plus fort. Et là, bah, nos réponses seront parfaites ou imparfaites. Donc, dans 10 ans, ça ne sera pas Armageddon. Probablement que dans 20 ans non plus. En revanche, dans 10 ou 20 ans, on aura peut-être enclenché des trucs un peu irrémédiables. On parle souvent de l'arrêt de l'AMOC, là, ce courant de circulation qui inclut notamment le Gulf Stream, donc qui fait qu'on a le climat qu'on a en Europe. On parle notamment de la fonte d'un certain nombre de calottes glaciaires qui pourraient être amorcées et qu'on ne saurait plus arrêter dans les 100 ans qui suivent. On parle de l'Amazonie. Enfin voilà, on peut se dire que dans 10-20 ans, on aura passé des points de bascule, on appelle ça. Mais nous, notre quotidien, il devrait, selon toute vraisemblance, être un peu pire, mais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup pire. Mais un peu pire, bah, faut déjà s'y préparer. Un peu pire, si tous les étés, en juin, on est obligé de fermer les écoles pendant 3-4 jours, comme on l'a fait là, tout début juillet, bah, faut repenser l'école, quoi. Parce que les gens, Hmm. quand les enfants font pas l'école, ils vont pas travailler. En Iran, ça fait 3 ans qu'ils sont obligés de décréter des jours fériés en plein milieu du mois d'août, parce qu'il y a trop de conso électriques et que globalement, le réseau tient pas, parce qu'il fait tellement chaud que les clims tournent à fond, et donc les mecs, ils veulent ralentir le moteur. Et donc, ils l'ont fait une première fois, quelques jours fériés décrétés comme ça du jour au lendemain en 2023, puis ils l'ont refait en 24, puis ils l'ont refait cet été. Ah Donc ça ouais. va continuer. Et ça, c'est l'Iran. Et l'Iran, c'est compliqué, l'Iran, parce que c'est un pays isolé, machin. C'est pas un pays pauvre non plus, hein. Donc c'est Hmm. un pays qui a des infrastructures. Donc c'est un pays qui, en gros, quand on dit 50 degrés aujourd'hui, on ne sait pas s'adapter. On est obligé d'avoir ces mesures de dernière seconde. Bah, lesquelles, dans les pays qu'on connaît un peu mieux ou auxquels on est plus connecté, et chez nous aussi, vont se confronter à ce genre de choses, bah, je sais pas. Mais voilà. Donc il va y avoir et ça va mettre tout ça sous pression. Et il faut pas oublier que le changement climatique sera probablement la
cause de choses qui seront non climatiques. C'est-à-dire ça déclenchera, et ça l'a déjà fait par exemple aux Pays-Bas, des mouvements politiques de grande ampleur. Hmm. Ça déclenchera des tensions sociales très très fortes. Ça déclenchera peut-être des conflits entre des États qui se battent sur une même ressource. On peut penser à l'Inde et à la Chine sur les ressources en eau qui passent dans l'Himalaya. Donc le climat sera toujours le générateur de quelque chose d'autre. Mais donc, cette cocotte minute, qui est une cocotte minute pour plein d'aspects, à nouveau, géopolitique, historique, tout ce que tu veux, économique, bah, le climat va venir renforcer encore un peu la pression sur un peu tous les aspects. Il n'y a pas vraiment de monde où ça se calme dans les 20 ans à venir. On est encore à nos pics d'émissions. Hein. On n'a jamais émis autant qu'en 2025 de CO2. Donc, on n'a jamais autant réchauffé qu'en 2025. Voilà. Donc, ça va continuer. Et après, le plateau, ça descend pas en ligne droite, souvent. Donc, ça fait déjà un plateau. Ouais. Donc, tu as à minima ces deux giga-tendances un peu disruptives, de plus en plus d'électricité, qui là est plutôt un enjeu, je dirais, économique et macroéconomique que vie quotidienne de toi et moi, même si ça va impliquer à nouveau nos voitures, nos machins, et augmentation du risque climatique. Là-dedans, est-ce qu'il y a un troisième élément de pression qui est l'atténuation? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend des décisions économiques dures pour traiter le problème à la racine et pas juste gérer les conséquences? Par exemple, est-ce qu'on dit il faut que l'essence augmente pour accélérer la sortie des véhicules fossiles? Hmm. Si on décide de faire ça, on rajoute de la pression à la pression. Et en même temps, bah, tout le monde comprend bien que c'est bien d'agir sur les causes et de ne pas laisser les causes empirer en traitant que les conséquences. Mais on a bien vu à l'époque des gilets jaunes et d'eux. Donc, tu as au moins ces deux tendances lourdes auxquelles on n'échappera pas, plus de risques climatiques et électrification. Est-ce que l'atténuation sera un élément déterminant de nos changements de vie quotidienne? C'est-à-dire, est-ce qu'on se posera la question de limiter le trafic aérien? Est-ce qu'on se posera la question de nous faire prendre plus le train, moins la voiture? Est-ce qu'on se posera la question de changer notre alimentation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des incitations plus ou moins fortes de l'État à ce qu'on mange moins de viande? Est-ce que le zéro artificialisation net tiendra? On voit bien qu'il est sous pression politique. Bah, ça, c'est les inconnus. Ça, c'est les inconnus de à quel point les pouvoirs politiques qu'on aura vont décider de ça. Et voilà, une fois que tu as ces trois trucs-là, je trouve que tu as déjà un peu la photo, quoi. Ouais, c'est très clair. Le, une question qui me vient sur la partie assurabilité, c'est est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que ça commence? Est-ce que c'est déjà le cas? Je sais pas. Ou est-ce que c'est un truc du futur où tu vas assurer je pense plutôt entreprises en fonction de leur niveau d'adaptation au changement climatique, tu vois? Est-ce que tu peux imaginer, je sais pas, deux usines strictement similaires l'une à côté de l'autre, et il y en a une qui a mis en place des actions et l'autre non, et du coup, en termes d'assurance, tu vas dire, bon, bah, toi, tu vas payer tant, et toi, tu vas payer 50% de plus parce que tu n'as pas mis en place les actions. Alors, tu peux à 100 tu peux à 100 On a fait AXA a fait un truc comme ça avec un groupe de centres commerciaux en Asie, à Hong Kong, où effectivement, plus ils vont installer dans les années à venir des dispositifs de protection contre les incendies, plus on s'est mis d'accord que la prime augmenterait moins qu'elle n'augmenterait si tu mettais pas ces dispositifs de protection. Et à nouveau, comme je te le Ok. disais, en B2B, c'est très possible de refléter dans le prix la réalité du risque. Là où en Hmm. B2C, on a envie d'une mutualisation. On n'a pas envie que chacun paye. C'est comme l'assurance maladie. Tu n'as pas envie que les gens payent différemment en fonction de leur risque. Bah, tu as un truc un peu comme ça. Alors, tu l'as en partie quand même sur certaines assurances, Hmm. mais globalement. Mais donc, en entreprise, c'est tout à fait possible. Donc, tu as ça. Est-ce que la prime n'est pas la même? Puis après, tu as d'autres facteurs. Tu peux assurer ou non. Tu peux augmenter la franchise, comme on en parlait. L'autre truc à avoir en tête, c'est que tu peux avoir quelque chose qui est beaucoup moins micro et beaucoup plus macro, qui est qu'est-ce que je vais mettre comme condition à une assurance? Et là, le parallèle qu'on a, c'est l'assurance incendie. Les assureurs se sont mis d'accord depuis longtemps maintenant que pour assurer une entreprise contre l'incendie, il fallait minimum des extincteurs, des sprinklers au plafond quand c'était pertinent, que tes salariés soient formés au moins une fois par an à l'évacuation incendie, etc., etc. Et donc, tu as créé toute une industrie parce que c'est pas que tu as dit j'assure pas, j'assure moins cher, j'assure plus cher, c'est que tu as mis une condition à l'assurabilité. On peut très bien imaginer que demain, sur par exemple les inondations, de même qu'on dit j'assure pas s'il n'y a pas d'extincteur, on dit j'assure pas s'il n'y a pas de bâtard d'eau et des gens formés. Donc les bâtards d'eau, c'est ces dispositifs de protection que tu mets devant les ouvertures de ton bâtiment, donc les portes souvent, et qui Hmm. viennent barrage à l'entrée de l'eau. Et ben, on peut imaginer que demain on dise à une entreprise je t'assure plus s'il n'y a pas un des bâtards d'eau, deux entretenus tous les X, trois au moins X% des gens dans ta boîte qui savent les fixer.
C'est tout à fait possible. Probablement que oui. L'assurabilité, au-delà de la question de oui/non et du financier, passera par des questions des conditions d'adaptation. Il faudra le faire bien, il faudra le faire de manière juste, il faudra que les gens comprennent, il faudra que l'assureur probablement fasse un effort de l'autre côté. Mais oui, oui, c'est dans le cœur de son logiciel de faire ça. Et c'est des choses qui sont unifiées ou ça peut se faire individuellement? C'est-à-dire que, pour reprendre le sujet du risque incendie, toutes les assurances demandent ça ou ça peut être juste l'initiative d'une Alors sur entreprise l'incendie, d'assurance? toutes les assurances demandent ça. Si tu mets de la contrainte et que tu es un assureur seul à faire ça, ton risque, bah, c'est que le client se tourne vers l'assureur d'à côté qui lui en Bien demande sûr, moins. ouais. Et donc c'est pour ça, on appelle ça des actions de place. Donc ça veut dire que les assureurs se mettent d'accord. Il y a une fédération qui s'appelle France Assureur. Les assureurs se mettent d'accord pour dire, bah, quand on bouge, on va essayer de bouger en même temps sur ce critère-là. Mais on peut aussi imaginer qu'un assureur qui est très fort sur un segment ou qui à un moment, tu vois, prenne le risque ou dise, bah, dès maintenant, je vous dis que dans 3 ans, si vous l'avez pas, ça sera plus chez moi. Mais oui, le mieux, c'est de le faire. Le mieux, c'est de le faire tous ensemble, ouais, bien sûr. Ok, ça marche. Bon, une dernière question parce que je suis assez impressionné quand tu me dis au début du podcast, de l'enregistrement qu'on fait là, que tu as eu le sujet du climat en 2020-2021 et là, toutes tes sources d'informations. Ah, c'était que ça, faut dire, hein. Enfin, je veux dire, mon métier, c'est de faire ça, et j'aime bien lire les journaux, ouais. Donc, de fait, je creuse un peu, mais oui, oui, j'ai quand même le luxe d'être payé un certain nombre d'heures par semaine pour me renseigner sur le climat, quoi. Au-delà de faire tourner la boîte. T'as, t'as des recommandations sur des sources d'informations, t'as des lectures, tu vois, je sais Ouais. pas, chaque matin ou chaque semaine, tu dis ok, je lis ça parce que c'est vital, c'est la Bible sur mes sujets. Alors, dans les trucs que je lis beaucoup, le Guardian. Le Guardian, c'est gratuit. C'est un des seuls grands médias gratuits. Alors, donc, vous pouvez donner aussi. Moi, je les ai tellement lus que j'ai fini par donner 10 euros par mois, mais il n'y a pas de paywall. Donc, Ok, vous ok, pouvez ou pas incroyable. donner. Et les pages environnement du Guardian, donc il y a un quotidien britannique, sont Mhm. vraiment, vraiment très bien. Et notamment comme clé d'entrée. Moi, j'ai l'impression d'y passer un peu moins de temps maintenant, mais au début, je lisais quasiment que ça et je trouvais qu'ils étaient sur tous les sujets et tout. Donc, très intéressant. Sur abonnement, mais vraiment excellent, Bloomberg. Bloomberg a une section green et une newsletter qui va avec où ils ont 1 ou 2 articles par jour. Extraordinaire. C'est sur climat et business, hein, du coup, Bloomberg, mais c'est Mhm. vraiment très bien aussi. Et il y a plein de choses. Et ils font des très longs formats. Enfin, c'est vraiment chouette. Heu, En France, les pages environ du Monde, sont vraiment bien aussi et donc il y a des choses. Libé fait un super taf, et je vous le conseille aussi. Heu Courrier international, très, très bien. Géo, c'est intéressant parce qu'ils reprennent beaucoup d'articles de la presse étrangère un peu à la Courrier international, mais il y a des choses vraiment très bien aussi et qui vous font votre veille. Heu Chaleur humaine, le podcast de Nabil Wakim du Monde, Ouais. vraiment très bien. C'est des formats un peu plus longs avec des gens qui prennent 1 heure pour parler, c'est chouette. Donc voilà, moi, ce que j'essaye de lire un peu tous les jours. Mais ouais, le binôme Guardian-Bloomberg. Alors pour ceux qui sont vraiment un peu éco, le Financial Times, il y a moins de papier, donc il y en a moins. C'est aussi plus facile à lire du coup parce qu'il y en a moins. Mais Ouais. leur segment qui s'appelle Climate Capital est bien aussi. Voilà, donc moi je suis sur cet angle-là. Et dès que tu es sur le Guardian, par exemple, c'est aussi beaucoup les nouvelles études qui sont sorties. Enfin, ils font ce travail qui n'est pas que économique côté Guardian, qui te permet d'ouvrir un peu tes chakras sur le sujet. Bah, nous, il y a cette newsletter de nourriture terrestre, enfin, pardon, 3 degrés, nourriture terrestre, c'était l'ancienne. Donc, il y a un site, 3degrés.net, et c'est sur Substack. Bah, si le sujet adaptation vous intéresse, j'espère que vous y trouverez des trucs chouettes. Et voilà. Ah, il y en a une dernière de Rémi Noyon de l'Obs, qui est un journaliste de l'Obs, qui est une newsletter, qui s'appelle je sais plus combien ppm, là, comme la concentration de CO2, je me demande si c'est pas 405 ppm, et lui, il est spécialisé sur la géo-ingénierie. Donc, comment est-ce qu'on est tenté ou pas de manipuler le climat, vu qu'on Ah, arrive à réduire nos émissions de CO2. Il y a toute une géopolitique de ça, des chercheurs pour, des chercheurs contre, comment tu fais ça. C'est passionnant, et il bosse très, 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 très bien. Donc, Rémi Noyon de l'Obs, bah, ses papiers dans l'Obs sont bien, et la newsletter qui est gratuite, et vous n'avez pas besoin d'être abonné au Monde, et à l'Obs, pardon, et aussi très, très bien. ça marche. Moi, je mettrai tout ça en lien dans la description du podcast, comme ça, il y en aura tout Et ça. dernier truc, bien caché, mais très bien Vas-y. aussi, The Atlantic, journal américain. Donc là, vous avez un angle, et c'est plutôt des papiers sur l'Amérique pour le coup. Et pareil, là, il y a plutôt un papier par semaine, donc vous avez le temps. Enfin, vous pouvez rattraper quelques semaines, et très bien aussi.
Canon. Bon, merci beaucoup Antoine pour tout ça. C'était franchement intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus et tout ça. Merci beaucoup. Et de rien, Bon c'était un week-end, plaisir. bonne fin de journée. Ensoleillé, comme on l'a dit au début. Faut en profiter avant que l'automne arrive. Exactement. Euh, on te suit sur LinkedIn principalement aussi. Ouais, Suivez Antoine. uniquement. Il y a que là que je fais des trucs, mais je réponds aux messages, donc si vous voulez m'écrire évidemment, vous êtes les bienvenus. Et puis, ouais, n'hésitez pas à suivre Antoine, il est aussi une source d'information qui est très bonne. Voilà. Bon, Oui, bah, là, j'ai merci à beaucoup parlé tous. de la boîte parce que tu posais des questions, mais sur LinkedIn, je parle peu de la boîte et de ce qu'on fait et j'essaye C'est plutôt, vrai, justement de faire la vigie de ce que je racontais là dans les différentes sources qu'on a pour essayer qu'on comprenne un peu plus, tous collectivement le monde qui change. c'est canon. Bon, merci beaucoup. Salut, Merci ciao. Maxime. Salut, à bientôt. Et vous voilà arrivé à la fin du podcast. Merci pour l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner sur Spotify ou Apple Podcast et sur LinkedIn. Partagez-le aussi sur les réseaux, ça aide beaucoup. Merci et à bientôt.